Merci, M. Rivet. Je me présente, Ghislain Castonguay. Je travaille comme chargé de projet au service des infrastructures et je suis à la ville de Saint-Lazare depuis 30 ans. Dans un premier temps, je vais vous faire une brève mise en contexte et dans un deuxième temps, vous présenter l'historique du projet depuis les 30 dernières années. Donc, au niveau de la mise en contexte, ce qui est important de savoir, c'est que le secteur visé par le projet est desservi par des installations septiques individuelles. Il n'y a pas de système communautaire ou de réseau désuet qu'on vient corriger dans le cadre de ce projet-là. C'est donc la même situation pour tous les propriétaires visés. La problématique que l'on rencontre se situe au niveau des champs d'épuration. Les sols dans le secteur du projet sont en grande partie argileux. Donc, la majorité des résidences ont été construites dans les années 70, 80 et 90 avec des champs d'épuration dans l'argile et un peu de pierre. Donc, l'imperméabilité des sols a eu pour conséquence que plusieurs champs d'épuration ne fonctionnent plus correctement et l'eau usée se déverse directement sur les terrains ou dans les fossés. Donc, il y a sûrement des gens qui ont constaté des fois durant l'été, en période de sécheresse, que sur le terrain, il y a des endroits qui restent très humides. Donc, c'est un signe que le champ d'épuration, il ne livre pas la marchandise, donc l'eau ne percole pas, elle reste en surface. C'est de l'eau usée, évidemment. Afin de corriger cette problématique, certains propriétaires ont utilisé un procédé plus ou moins légal pour augmenter artificiellement la durée de vie de l'installation septique. Cette solution, qui donne des résultats à court terme seulement, a un niveau d'efficacité très variable selon la problématique. De plus, dans certains secteurs, on retrouve des systèmes de traitement sans la présence de champs d'épuration. C'est ce qu'on appelle un cesspool. Un cesspool, c'est un puisard, un baril de 45 gallons, souvent qui a été fabriqué avec des perforations dans le fond du baril et au pourtour. Donc, évidemment, les eaux septiques de la résidence sont acheminées dans ce baril-là. Et si le sol au pourtour est argileux, donc le baril va juste se remplir et on va se retrouver dans la même situation qu'avec les champs d'épuration déficients. On va avoir des eaux usées qui vont ruisseler directement dans les fossés, sur les terrains ou à la surface du sol, ce qui est interdit par le ministère de l'Environnement. Donc, si on regarde au niveau de l'historique du projet, on va regarder l'historique dans les 30 dernières années. Donc, à la fin des années 80 puis au début des années 90, la Ville de Saint-Lazare, en collaboration avec la Société québécoise d'assainissement des eaux, ce qu'on appelait la SQUA, a entrepris un programme d'assainissement de ces eaux usées. La Ville de Saint-Lazare n'avait aucun traitement avant cette période-là au niveau de son eau usée. C'est ce qui a donné naissance à la construction des étangs aérés. Ceux qui savent, c'était au bout de la rue du parc industriel et du poste de pompage sanitaire sur le chemin Saint-Angélique. C'est le poste principal qui avait été construit à ce moment-là dans cette période-là. Dans le processus, il y avait une étude qui avait été réalisée pour présenter aux citoyens de votre secteur, donc les rues Frontenac, Radisson. Il y avait le projet des Pins, Duhamel, Cité des Jeunes, je ne suis pas certain que ça avait été inclus dans le projet. Le but, c'était de construire un réseau d'égouts sanitaires similaire à celui qui va vous être présenté ce soir. Donc, à ce moment-là, le projet n'avait pas été retenu par les citoyens. J'ai parlé des citoyens tantôt, puis ils m'ont dit effectivement, ça avait été présenté, je pense, dans les années 98, un petit peu après le programme, parce qu'il y a eu des petits correctifs qui ont été faits après le programme. Ça avait été présenté aux gens, mais malheureusement, là, le projet, pour toutes sortes de raisons, n'avait pas été retenu. En 2005, on a fait faire un plan directeur d'égouts sanitaires dans la partie sud-est. La partie sud-est, c'est à partir du chemin Chevrier jusqu'aux limites de Saint-Lazare du côté de Vallée-Chaline avec les Cèdres et après ça, au bout du projet des Pins avec Vaudreuil-Dorion. Donc, l'objectif, il était de planifier le développement de ce secteur-là. C'était un grand secteur. On savait qu'il y avait des terrains potentiellement développables. On savait que le sol était argileux, donc on ne voulait pas répéter la problématique qu'on vivait dans le secteur des rues Frontenac. Donc, ça a été développé avec les diamètres de conduite, les postes de pompage et tout ça pour permettre aux entrepreneurs, aux promoteurs de voir qu'est-ce que ça nécessitait comme installation. Donc, c'était ça le but en 2005. En 2015, il y a eu une autre étude qui a été faite pour voir, étant donné qu'on est dans des projets existants, avec les technologies qui évoluent rapidement, souvent, il y a des nouveaux projets qui sortent, des nouvelles façons de faire. Donc,
C'était l'objectif en 2015 de cette étude-là, de voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour desservir votre secteur avec un réseau sanitaire. Donc, de cette étude, il y a 2 systèmes qui ont été retenus, soit le système traditionnel, qu'on va voir tantôt, avec des conduites gravitaires poste de pompage, et un système sous vide. Les 2 systèmes avaient un coût à peu près similaire, donc il n'y avait pas d'avantage nécessairement économique à ce niveau-là. Par contre, le système sous vide nécessitait beaucoup d'entretien. C'est un système qui est très peu utilisé au Québec. Il y a très peu de fournisseurs et d'entrepreneurs qui font l'installation de ces systèmes-là. À ce moment-là, le consultant nous a recommandé de garder le réseau traditionnel. Cette étude-là, en 2015, elle nous a permis de faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Je pense que vous avez eu beaucoup de correspondance à ce sujet-là. Dans le volet 1.1, donc le volet 1.1 ou la première partie du programme, c'était pour les études préliminaires et les plans. En 2016-2017, lors de l'analyse de notre demande par le ministère, on devait démontrer la problématique du secteur. Parce que là, le ministère il dit on comprend qu'il y a une problématique, vous l'adressez dans votre demande, vous le marquez, mais on n'a aucun élément qui peut nous prouver que sur le terrain, c'est bel et bien la situation. Donc, pour faire cette démonstration, la Ville a mandaté la firme, elle a été en appel d'offres, elle a mandaté la firme Tetra Tech, qui était à chacune des résidences pour faire des inspections des champs d'épuration, des installations septiques. On a transmis l'information qu'on avait, nous, dans les dossiers de propriété à la Ville. Puis les gens, je pense sûrement, s'il y en a qui sont là depuis quelques années, vous avez eu une visite d'un représentant qui vous demandait qu'est-ce que vous connaissez de votre système, est-ce qu'il fonctionne bien, où il est situé. Puis il y a même eu des essais au colorant qui ont été faits pour voir l'efficacité du champ d'épuration ou du système septique. Donc, de cette inspection-là, il y a 25 des résidences qui ont présenté une contamination directe des eaux usées dans l'environnement. Donc, ça représente 80 maisons sur l'ensemble qui ont été inspectées. Par la suite, avec cette étude-là, ces résultats-là, le ministère de l'Aide financière qui nous a été confirmé associé à cette problématique-là n'était pas substantiel compte tenu des coûts de projet. Donc, le conseil municipal a convenu de faire des représentations afin d'obtenir une meilleure aide financière ou peut-être un autre programme qui serait plus approprié. En 2018, les critères d'évaluation du programme pour Primo ont été modifiés. Donc, notre demande de 2015 a été transférée avec ces nouveaux critères-là et ça nous a permis d'avoir une aide financière beaucoup plus intéressante. On va le voir tantôt lors de la présentation du règlement d'emprunt. De 2019 à ce jour, on a procédé à différents appels d'offres, soit en ingénierie pour pouvoir faire les plans et devis, la conception, faire les appels d'offres et au niveau du contrôle qualitatif aussi, pour pouvoir voir la qualité du sol en place pour mettre les infrastructures. Vous avez sûrement vu dans vos secteurs, il y a eu des foreuses en 2019 qui ont été faites différents forages à certains endroits. Donc, on voulait voir jusqu'à quelle profondeur l'argile, quel type d'argile, de cette façon-là, l'ingénieur a pu concevoir son système en fonction de ces informations. Et en 2020, on a fait notre demande dans le 2e volet Primo, donc le 1.2. C'était la demande d'aide financière pour avoir les sous pour la construction. Donc, on est rendu là. C'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc, merci. Ça complète ma présentation. Je passe la parole à M. Guillaume Pigeon du groupe Chelex. Merci, Ghislain. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Guillaume Pigeon. Je suis directeur du département infrastructure pour la firme Chelex Groupe Conseil. Donc, comme Ghislain l'a dit, en 2019, Chelex a été mandaté par la Ville pour réaliser l'ensemble des plans et devis pour le projet dont on est ici pour parler ce soir. Donc, ce qu'on a fait, nous, depuis 2019, depuis 3 ans déjà, on a repris les études qui avaient été faites par Tetra Tech à l'époque. On a rebrassé tout ça pour vous faire un projet de meilleure qualité possible dans le sens au niveau technique, mais aussi au niveau coût. C'est un projet qui a un enjeu évidemment financier là, quand on installe des nouvelles conduites comme ça dans un secteur bâti. Et comme c'est un projet d'envergure, on parle d'environ plus de 10 km de conduite d'égout. C'est un très gros projet d'installation d'égout. Généralement, on se limite à des projets qui sont un peu plus petits que ça, mais dans votre cas, le secteur est très grand. Donc, on avait des contraintes au niveau de l'installation, au niveau de la réalisation aussi, évidemment, au niveau logistique de tout ça.
On parle d'environ de plus de 329 logements à raccorder sur 401 lots. Donc, on a quelques lots vacants là, à travers ce terrain-là. Donc, on s'est penché sur le projet. Comme je vous dis, on a rebrassé tous les études ensemble. On a fait ça, on en est venu à la conclusion, la même conclusion que nos prédécesseurs ont fait. Donc, un système d'égout standard, donc gravitaire, ce qui est le plus simple. On s'entend que la gravité ne nous lâchera jamais, elle va toujours couler par en bas. Donc, c'est le choix qu'on a fait du système. Donc, on en profite en plus. Le titre du projet vous le dit, donc la construction d'un égout sanitaire. Mais ce n'est pas seulement que ça, que ce projet-là. On en profite tant qu'à aller faire des travaux. On s'en vient faire tous les branchements sanitaires jusqu'à la limite de propriété, évidemment, pour que vos résidences puissent être branchées, évidemment, un peu ultérieurement. Ensuite de ça, vous avez peut-être vu il y a quelques années, en 2019-2020, on est allé faire quelques petits essais sur différents terrains au niveau notamment des branchements d'eau potable. Il y a une petite problématique dans certains secteurs, qu'il y a des branchements qui avaient été faits à l'époque, non pas en cuivre, là, mais en ce qu'on appelle du carlon, là, du tuyau noir. Donc, on a fait quelques petits essais, on est allé voir qu'est-ce qu'il y avait là. Donc, on a prévu ça aussi dans le projet. Tant qu'à creuser, on va profiter pour remplacer ce qui est problématique dans le secteur. On a aussi, évidemment, la construction d'un seul poste de pompage qui va être situé complètement au sud, près de la voie ferrée, sur la rue Saint-Louis. Donc, mis à part le secteur ouest, là, on peut voir sur les cartes qui sont là, ou sinon, peut-être la présentation plus tard, c'est quelques petits secteurs ouest de la rue Frontenac et Radisson. Toutes les eaux vont être acheminées vers ce poste de pompage-là, qui, lui, va le repomper dans le secteur de la Cité des Champs, qui avait été conçu là, quand ça a été construit, pour reprendre éventuellement les eaux là, de vos secteurs. Ensuite, évidemment, l'installation aussi, on en profite pour faire l'installation d'une nouvelle conduite d'eau potable, là, de bouclage au niveau de la route de Cité des Jeunes, entre Saint-Angélique et la limite de Vaudreuil, exactement. Puis, évidemment, vous l'avez probablement remarqué depuis quelques années, l'état des routes de vos rues. Ce n'est pas des rues qui sont neuves, beaucoup de fissuration au niveau du pavage, un pavage qui est en fin de vie utile, on peut le dire. Donc, on va en profiter évidemment. Avec l'excavation, on va refaire les rues au complet, donc fondation, enrobé bitumineux, donc l'asphalte au complet. Fait qu'une rue neuve aussi qui s'en vient avec ça. Donc, le projet, comme je vous le disais, c'est un projet qui est d'envergure, le 10 km d'égout. Donc, ce qu'on a fait aussi, on a regardé, on s'est assis avec la ville conjointement, on a vraiment regardé pour travailler ça, pour essayer de phaser le projet, pour être capable de coordonner ces travaux-là ensemble, pour ne pas lancer ça puis qu'on se lance sur n'importe quelle rue en même temps, puis essayer de limiter un petit peu les inconvénients que ça peut causer d'avoir des travaux dans votre secteur. On a choisi aussi pour aller sur le marché aussi, on se devait d'aller sur le marché public pour aller chercher des entrepreneurs. Puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'un seul gros projet aurait été trop gros, puis on aurait disqualifié des entrepreneurs qui n'avaient pas la capacité de faire des projets d'envergure comme ça. Donc, on a pris la décision commune ensemble de scinder ce gros projet-là en 3 projets distincts. Donc, on a séparé en lots, donc le lot 1, lot 2, lot 3. On ne voit peut-être pas bien les couleurs là, à l'avant, mais le lot 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les grandes artères, donc Saint-Angélique, Saint-Louis, Cité des Jeunes. On les a mis ensemble. Il y a une portion qui est ministère des Transports, évidemment, avec Cité des Jeunes. Donc, on a regroupé ça en un seul et même projet. On s'est dit, l'entrepreneur qui va faire ça, il aura coordonné, évidemment, la gestion de la circulation sur ces artères-là, qui sont plus principales. Donc, c'est un projet qui devra s'amorcer, qui est le lot 1, parce qu'il faut aller faire notre poste de pompage, évidemment, qui est notre point bas du projet, avant de faire le reste. Donc, ce projet-là, lot 1, va débuter en 2022 et va s'échelonner jusqu'à la fin 2023. Il va se faire sur 2 ans, cette phase de projet-là. Le lot 2, qui est le secteur, en fait, Radisson-Duhamel, c'est un secteur qui va être fait seulement qu'en 2023, une fois que la portion du chemin Saint-Louis sera faite en 2022, où on pourra commencer à se raccorder et aller la faire. Le lot 3, qui et le secteur Radisson et Frontenac. Donc, toutes les rues là, qui s'y rattachent sont lot 3. C'est un secteur aussi qu'on a repoussé en 2023. Donc, ce qu'on voit à l'écran, au niveau du lot 1, donc du mois d'août, donc dès cette année, on commence les travaux avec le chemin Saint-Angélique-Saint-Louis. Donc, on fait nos 2 artères qui sont plus direction nord-sud, qui vont nous permettre de débuter les travaux pour l'an prochain avec les lots 2 et lot 3. En 2023, le lot 1 va continuer avec Cité des Jeunes, avec la conduite de refoulement qui s'en va jusqu'à Cité des Champs. Puis les 2 autres entrepreneurs vont pouvoir commencer dans les rues locales qui sont le secteur du Hamel et Brunet et le secteur Radisson et Frontenac. Donc ça, c'est les grandes lignes du projet, comment ils vont se faire. Évidemment, ce qui vous touche plus pour vous, c'est comment ça va se passer devant chez nous, combien de temps ça va durer sur ma rue devant chez moi. Donc, ce qu'il faut savoir un peu, c'est que dans un projet comme ça, quand on installe dans une rue existante comme ça, l'entrepreneur va faire environ dans une journée l'équivalent si je vous parle en mètres, peut-être en pieds, entre 50 et 100 pieds d'avancement à peu près par journée. Puis ça s'en vient vraiment comme un petit train qu'on referme. Fait qu'on faut calculer là, une distance de terrain
2-3 jours à peu près là, que l'excavation vraiment va être devant chez vous. Ensuite de ça, on referme ça. Puis quand on a une longueur de fait d'à peu près 500 mètres, on vient repaver. C'est des travaux qui durent quelques semaines là, devant chez vous. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on parle d'un échéancier de 2 ans, mais ce n'est pas 2 ans, un trou devant votre maison. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment un train qui avance et qui déroule comme ça. Donc, c'est un peu le procédé qu'on aura là, durant la procédure des travaux. Puis évidemment, là, vos accès, quand l'excavation est devant chez vous, pour la voiture, c'est un peu plus difficile. L'entrepreneur va vraiment gérer, vous donner vos accès, tout ça. L'accès piéton est toujours disponible. Les entrepreneurs sont très consciencieux. Puis on est là, nous, en chantier avec eux aussi, pour suivre, pour faire la surveillance, puis vous assurer que tout se passe bien pour vous, les résidents du secteur aussi, au niveau circulation, au niveau ramasser vos déchets, tout ça va être pris en charge aussi. Il n'y aura vraiment pas de souci. Le but, c'est que vous ayez le moins d'inconvénients possible pendant les travaux, puis que ça se passe le mieux possible. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a vu le projet. Donc, un beau projet, un gros projet, tant pour la ville, tant pour nous chez Shelex, qui est un gros projet. C'est un projet fort chez nous. On est bien content d'accompagner la ville depuis 3 ans là-dedans, puis pour les 2 prochaines années encore, de suivre ça puis de mettre ça en œuvre. Vraiment, on est content. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à M. Perrault. Merci, Guillaume. Bonjour à tous. Je me présente, Charles Perrault, du service d'urbanisme, chef de division. Je suis nouveau à Saint-Lazare. Par contre, ça fait déjà 20 ans que j'œuvre dans le domaine municipal. Alors, les installations septiques, c'est pas quelque chose d'inconnu pour moi. Alors, je vais tenter d'être bref, puis vous présenter quelques petits éléments pratico-pratiques. Alors, les questions, ça va être pour la fin, mais j'imagine que c'était le son. Là, vous m'entendez mieux? OK, parfait, désolé. Alors, je vais tenter d'être bref. Bon nombre d'entre vous avaient déjà une bonne appréciation de ce qu'est une installation septique et de ce qui en incombe. Alors, mon objectif ici, c'est de faire un petit rappel sur les avantages d'un système d'égout public versus les installations septiques, soit de traitement individuel. Alors, premièrement, on pourrait regarder d'un point de vue économique. Alors, les avantages de profiter de subventions présentement, c'est quelque chose qui est intéressant pour le projet. Un avantage également de profiter d'une économie d'échelle, puisque le projet est quand même sur une grande superficie. Ce n'est pas un petit secteur à desservir, c'est quand même un très grand secteur à desservir. Ensuite, le coût unique réparti sur 30 ans. Qui est financé de façon collective et non pas financé de façon individuelle, comme une installation septique le serait. Un coût annuel moindre en termes d'entretien, puisque les installations septiques, présentement, les nouvelles installations septiques qui doivent être installées, si vous aviez à remplacer votre système de champ d'épuration et autres, ont des frais mensuels. Alors, on a des frais mensuels ou des frais annuels, tout dépendant du type de service que vous avez. Également, on a la question d'appel de service. Si on a des bris, vous êtes entièrement responsable comme individu, comme citoyen, de l'entretien de votre système. On s'entend qu'un dimanche matin, ça plaît à personne d'avoir un refoulement dans son système d'égout. Alors, c'est quelque chose qu'on va éviter avec un système d'égout collectif. Également, la durée de vie. La durée de vie d'un système d'égout est supérieure à un système qui est individuel. Présentement, vos installations septiques sont âgées pour la plupart. Il y en a certaines qui sont plus récentes. Il y en a moins d'une dizaine qui datent d'une dizaine d'années. Les autres, c'est un âge beaucoup plus élevé. Alors, avec les normes environnementales qui augmentent à chaque année, les systèmes, dans 10 ans, ne seront pas nécessairement les mêmes systèmes septiques qu'on peut installer aujourd'hui. Alors, il y a un risque à attendre et à repousser et à souhaiter qu'un jour, l'installation septique va durer un autre 10 ans, un autre 20 ans, un autre 30 ans. C'est pas le coup. Alors, c'est pas le cas. Alors, l'augmentation constante des coûts est à prévoir. Ensuite, si on regarde d'un point de vue risque, si on peut passer à l'autre diapositive. Alors, le risque pour une installation septique qui est indépendante, privée, est entièrement sur vos épaules comme propriétaire, tandis que sur un égout collectif, le risque est assumé par la collectivité, par la municipalité.
Également, pour une question de vente, si vous vendez votre propriété, vous êtes responsable de cette installation septique-là si elle est non conforme, si elle est non fonctionnelle. C'est plus difficile à déterminer si elle est non fonctionnelle puisqu'elle est souterraine. C'est pour ça que lors des ventes, souvent, on a un changement d'utilisation. Vous êtes propriétaire, vous êtes 2 personnes à l'intérieur de la maison, vous vendez à une jeune famille. Alors, l'utilisation change. À ce moment-là, c'est là qu'on découvre qu'il y a des problèmes avec notre installation septique. Alors, ce risque-là, il va rester dans le temps. Si vous vendez votre propriété, vous restez responsable. Et ensuite, encore une fois, un bris peut se produire soudainement à n'importe quel moment et vous devez prendre responsabilité et corriger le problème. Ensuite, on a regardé au niveau de la liberté des aménagements sur votre propriété. Si vous vous débarrassez de votre installation septique pour vous brancher à un système d'égout public, vous pouvez aménager le nombre de chambres qui vous souhaitent dans votre résidence. Là, présentement, votre système est composé et a été conçu pour 3 chambres à coucher, par exemple. Alors, vous êtes limité avec vos chambres à coucher. Si vous voulez accueillir un parent dans votre résidence, vous voulez transformer votre habitation en logement avec un logement intergénérationnel, vous devez changer votre installation septique bien souvent. Alors, avec un système d'égout public, ce n'est pas le cas. Vous pouvez, sans vous soucier de votre installation septique en place. Ensuite, l'aménagement au sol. Présentement, votre champ d'épuration, vous n'êtes pas en mesure d'aménager quoi que ce soit dessus. Il doit rester libre. Vous ne pouvez pas construire de garage détaché. Vous ne pouvez pas construire de piscine dessus. Certains ont des piscines présentement sur certains des champs d'épuration. Alors, ce n'est pas quelque chose qui peut rester dans le temps. Alors, en se libérant du champ d'épuration de votre installation septique, vous allez augmenter votre liberté, augmenter augmenter le plaisir de jouissance de votre propriété. Si on passe à la diapositive suivante. Oui, parfait. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien, là, je réalise que les petits croquis qu'on a faits sont un petit peu flous. Alors, on a pris un terrain typique sur la rue Brunet, une construction de 1987. C'est pas un terrain très, c'est pas le plus petit, c'est pas le plus gros, mais c'est un terrain qui peut présenter des contraintes. Et puis, en fonction de la nature des sols, il est bien évident qu'on ne peut pas aller avec un système secondaire avancé, qui est un système qui est plus standard aujourd'hui, et on doit aller avec des systèmes de type tertiaire, des systèmes beaucoup plus dispendieux, qui prennent un peu moins de place, mais qui sont beaucoup plus, beaucoup plus complexes. Évidemment, si vous remplacez votre champ d'épuration, vous ne pouvez pas le réinstaller à le même emplacement. Puis on comprend l'ensemble des propriétés dans le secteur visé. C'est très restreint, les espaces sur votre terrain. Vous avez des arbres, vous avez des cabanons, encore une fois, des piscines. Si vous devez déplacer le champ d'épuration, vous devrez abattre des arbres, bien probablement. Mais des fois, cette solution-là n'est même pas possible. Alors, les terrains dans le secteur qui est desservi présentent des problématiques, comme M. Castonguay a dit, d'argile, des sols qui sont peu perméables. Qui laisse peu infiltrer l'eau. Alors, les systèmes proposés sont de plus en plus, limités. Vous n'avez pas beaucoup d'options. Si on passe à la diapositive suivante. Alors, si on va en chiffres, il y a quelques années, M. Castonguay vous a dit qu'il y a eu une étude qui s'est faite sur vos propriétés. Là, vous êtes conscient, là, vous avez participé à cette étude-là pour la plupart d'entre vous. Il a été déterminé des 377 permis analysés, autant résidentiels que commerciaux, qu'il y avait au moins 338 propriétés qui dépassaient l'espérance de vie utile d'un champ d'épuration, selon le ministère de l'Environnement. Alors, des systèmes qui sont au-delà de 20 ans. Vous comprenez, 338 installations septiques. C'est beaucoup d'installations. Depuis ce temps-là, quelques-unes ont été mises à jour, peu. L'ensemble ont été remplacés par des systèmes tertiaires, les systèmes les plus coûteux qu'on peut aménager sur des sols qui sont peu perméables. Alors, c'est quelque chose qui attendent les propriétaires dans ce secteur, c'est que vos installations sont en fin de vie utile et vous devrez les remplacer.
la municipalité doit et est responsable de faire appliquer les normes du ministère de l'Environnement. Et jusqu'à maintenant, le portrait est peu reluisant dans le secteur. Alors, dans les prochaines années, évidemment, si le projet d'égout ne continue pas, en fait, si le projet d'égout ce soir et dans les prochaines semaines n'aboutit pas, évidemment, on a l'obligation d'aller faire d'autres relevés et aller confirmer ces données qui ont été faites dans le rapport de Tetra Tech. Alors, ça va nécessairement obliger certaines modifications pour une bonne partie de l'ensemble de vos propriétés. Si on peut passer à la diapositive suivante. OK, parfait. Alors, dans les prochaines étapes, pour le démantèlement, ce que ça représente, démanteler votre installation septique et vous brancher au réseau d'égout, c'est pas des travaux très, très exhaustifs. Le champ d'épuration peut rester en place et la fosse septique, une fois vidangée, pourrait rester en place également. Alors, une fois nettoyé, rempli de sable, c'est quelque chose qui peut rester sur votre propriété. Les seules interventions à faire de votre part seront soit, évidemment, remplir de sable, vider l'installation septique ou sinon la faire retirer du sol à votre guise. Et ensuite, ce sera la question du branchement, du raccordement. Ce qui est proposé ici, c'est un raccordement, en fait, obligatoire dans les 5 ans de la mise en place du système d'égout, soit à la fin de l'acceptation provisoire des travaux. Alors, ce qui donne approximativement, à partir d'aujourd'hui, un 7 ans pour vous brancher au réseau d'égout. Alors, ça vous donne amplement de temps pour préparer cette installation-là au réseau. Alors, je vous remercie. Je ne sais pas si Ghislain voulait ajouter quelque chose sur ma présentation ou je laisse la parole à Caroline. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Caroline Pelletier. Je travaille au service des infrastructures. Je suis chef de division technique. Ça va-tu? Je suis avec la Ville depuis 4 ans, mais ça fait 20 ans que je travaille en génie civil. Donc, j'ai la chance de vous parler de la répartition des coûts du projet. Donc, avant de rentrer dans les chiffres, vous avez tous reçu normalement à la maison une lettre qui vous expliquait les coûts pour votre propriété. Donc, ce soir, je ne rentrerai pas dans le détail des propriétés individuelles. On va parler plus du projet global. Donc, le financement, comme vous l'avez vu dans vos lettres, est sur 30 ans. Donc, puis ce sera ajouté à vos comptes de taxes municipales. Dans ce projet-là, on n'a pas l'option de paiement comptant. Ça sera seulement ajouté au compte de taxes. Considérant la répartition qui a été faite, on a voulu le rendre le plus équitable possible. Donc, cette option-là n'était pas possible à ce moment-là. Donc, le montant total du coût des travaux qui a été évalué par notre consultant Chelex et qu'on a obtenu les coûts récemment pour la construction avec les entrepreneurs se lève à 31 452 200 $. Et ce montant-là, ce n'est pas le montant du règlement d'emprunt. C'est un montant à lequel on doit soustraire des subventions et des financements différents. Donc, c'est les suivants. On a le programme de la TEC qui couvre les coûts pour le bouclage de l'eau potable en entier. Le 2 631 800 que vous voyez là, c'est vraiment juste les coûts pour l'eau potable et c'est entièrement couvert par un programme. Ensuite, comme l'a mentionné tout à l'heure Guillaume Pigeon, les rues sont assez endommagées. La Ville a décidé d'investir le montant du resurfaçage en entier pour l'année 2023, c'est-à-dire 500 000 $ dans le projet. Donc, ça aussi, ça réduit le coût du financement. Ensuite, il y a un fonds de croissance qui est lié au règlement. Ce fonds de croissance-là, dans le fond, c'est les lots qui ne sont pas actuellement développés à leur plein potentiel ou qui vont peut-être changer d'occupation dans le temps. Ce montant-là est de 120 260 $. Et finalement, il y a l'aide financière Primo, que a mentionné mon collègue Ghislain en début de rencontre,
qui équivaut à 4 819 600 $. Tout ça pour dire que tous ces montants-là sont soustraits à votre règlement d'emprunt, ce qui monte à 23 380 540. C'est beaucoup de chiffres, mais ce montant-là, dans le fond, il va être réparti entre tous les propriétaires de façon le plus équitable possible. On a vu à l'entrée les cartes des règlements d'emprunt. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a séparé tout ça. On a 6 bassins de taxation qui sont séparés selon des catégories d'occupation. On a 3 catégories d'occupation. On a les propriétés existantes, qu'on parlait les 329 propriétés au début, qui incluent aussi des lots intercalaires, c'est-à-dire des lots qui sont entre 2 propriétés qui sont construits, mais le lot est vacant encore. Donc, lui, on l'a considéré comme s'il était équivalent à son voisin, sinon ça n'aurait pas été très juste. Ensuite, on a les lots qui sont non développés avec une densité potentielle de 18 logements par hectare. Cette catégorie-là, c'est plus pour les projets domiciliaires qui vont voir le jour éventuellement. Donc, le poids il est considéré en fonction du potentiel de développement de ces terrains-là. Ensuite, on a les propriétés qui sont situées en partie en zonage commercial, pardon. Donc, c'est tous les lots qui sont situés le long de la Cité des Jeunes, qui sont de part et d'autre supposés être commerciaux. On les voit un petit peu sur les cartes, sont rouges. On ne voit pas ma carte. Peux-tu mettre ma carte, Roxane? Parfait. Oh, OK, bien, ils sont orangés, bâtards un petit peu. Fait que, fait que ça, c'est ma gang de commerciaux. On peut revenir à l'autre. Donc, comme je vous disais, on a 6 catégories. La raison pourquoi on en a 6 puis on a juste 3 catégories de propriétés, c'est qu'il y a une partie qui s'en va gravitaire vers la Cité des Champs, c'est-à-dire que le réseau d'égouts n'est pas raccordé via un poste de pompage, tandis que le reste s'en va vers le poste de pompage qui a été conçu et envoie avec une conduite de refoulement vers la Cité des Champs aussi, mais c'est juste qu'il y a une étape de plus pour se rendre aux stations d'épuration. On constate aussi que la répartition entre les bassins de taxation, si on regroupe les 1, 2 ensemble, 3, 4 ensemble, 5, 6 ensemble, on est environ égal en répartition. Donc, chaque catégorie d'occupation représente environ un tiers du projet. Ensuite, le mode de répartition pour les propriétés individuelles actuelles existantes seront à l'unité. Donc, vous l'avez vu dans vos lettres normalement, les 329 logements sont à l'unité, alors que ceux-là qui ne sont pas encore développés ou qui ont un potentiel de développement, vous allez être au mètre carré de développement, incluant le commercial. Donc, si on revient à ma petite carte, donc on l'avait vu tantôt en image en rentrant, il y a les 6 bassins de taxation. On voit les bassins 1, 3 et 5 qui sont situés côté sud-ouest de la carte. Donc, ceux-là s'en vont vraiment directement dans la Cité des Champs, qui est le projet très dense à côté, tandis que les autres s'en vont tranquillement vers la Cité des Jeunes pour aller en refoulement sur la Cité des Jeunes au complet vers la Cité des Champs. Ensuite, j'avais d'autres choses? Non? Merci. Oui, la seule chose que je voulais dire, les lots complètement à l'est, ce sont des lots agricoles. On voit que c'est des grands terrains qui font partie du bassin de taxation, mais comme il y a une résidence sur ce terrain-là, on prévoit l'alimenter. Donc, c'est pour ça que ça fait un grand terrain, mais c'est juste un raccordement qui est prévu. Donc, je voulais juste le spécifier. Sinon, c'est pas mal tout de mon côté. On passe à la période des questions. Donc, on va passer à la période des questions. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. On a à peu près 60 personnes qui sont en ligne, qui suivent la séance de ce soir. On inviterait les gens à venir au micro pour qu'ils puissent entendre, parce que si vous demandez des questions de la salle, ils ne vous entendront pas. Moi, tout le monde peut demander le nombre de questions qu'ils veulent, mais j'aimerais qu'on alterne. En d'autres mots, si vous avez 10 questions, venez poser 2 questions, retournez en arrière de la ligne pour laisser la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. On voudrait vraiment donner la chance à tout le monde qui veut demander des questions de pouvoir le faire et de manière équitable, un petit peu, là, de manière à ce qu'on ait un bon déroulement de la soirée.
On va faire toutes les questions dans la salle en premier. Et une fois qu'il n'y aura plus de questions dans la salle, on va demander si les gens en ligne ont des questions. Et après ça, ben, ça sera la fin de la soirée. Donc, est-ce que ça vous va? Parfait. Donc, on voudrait les gens à venir au micro. Comme je vous dis, 2 questions. Puis, bien entendu, s'il n'y a personne d'autre, on va aller jusqu'à épuisement des questions. Aussi, on aimerait que vous nommiez et dites votre adresse, s'il vous plaît. Excusez-moi. Mon nom, c'est Mme Gauthier. Le micro de question ne fonctionne pas. Allô? Excusez-moi. Non. Regardez. 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est possible d'élever le volume du micro ici, s'il vous plaît? Un, deux, 1, 2. On monte, s'il vous plaît. On monte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est mieux? Un, deux, 1, 2. Monte encore, Joël, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un, deux, 1, 2. Bonsoir. Madame Gauthier, 670 Duhamel, sur la rue Duhamel. Est-ce que c'est correct? Le micro ne marche pas. Moi, je comprends de parler. Monsieur Bradin, s'il vous plaît, respectez la règle. Je ne peux pas laisser le bout J'aimerais avoir un renseignement, s'il vous plaît. Combien est-ce qu'il va être exactement le montant que ça va coûter à chaque individu pour l'installation? C'est moi, ça. Ça marche. Ouais, c'est bon. Le montant qui, pour chaque propriété, a été envoyé par courrier à tous les propriétaires. Donc, pour votre propriété, vous devriez l'avoir reçu à la maison ou à l'adresse qui est enregistrée dans nos registres à nous. Donc, vous devriez avoir reçu votre acte. Est-ce que vous l'avez reçu? Non. On va le prendre en note, Je vais le prendre en Gauthier. note, Mme Gauthier, puis on va vous revenir, on va vous acheminer tout ça. D'accord. Maintenant, il y a une chose aussi que j'aimerais mentionner. Pour quelle raison que le projet est pour 30 ans? Il y a déjà eu des projets à Saint-Lazare pour des égouts et le projet était de 20 ans. Oui, c'est sûr. Les coûts augmentent avec les années aussi afin de limiter la charge par propriété annuelle. On a extensionné la période d'emprunt sur 30 ans. Ça permet d'avoir des montants annuels un peu moins importants, donc de moins vous taxer. C'est sûr que c'est sur plus longtemps, mais c'est juste pour répartir plus facilement les coûts. Excusez, Mme Gauthier, juste pour votre information, souvent les règlements d'emprunt, on essaie de les faire sur la durée de vie utile des équipements. Donc, avant d'avoir des investissements à faire, donc des réseaux d'égouts, c'est pas rare, 30, 35 ans. J'ai même vu des règlements à 40 ans sur des réseaux d'égouts. C'est sûr, des réseaux d'aqueduc, souvent, on va le faire à plus courte échéance. Des réseaux de pavage, des projets de pavage, on va les faire à plus court terme aussi parce qu'on sait qu'on va avoir à investir bien avant ça là, en termes de vie utile. Donc, on essaie toujours de s'arrimer avec la vie utile des infrastructures. Ma dernière question, puis après ça, je laisse. Excusez, mais vous avez dit deux, mais c'est la dernière. Pour quelle raison que ce projet-là, en particulier, parce que c'est dans la partie la plus vieille de Saint-Lazare, coûte si cher que ça, puis ça prend tellement de... vous avez dit 10 000 mètres, vous avez dit, le projet? 10 kilomètres. Ouais.
ça n'aurait pas pu être plus petit, si vous voulez. Tu sais, c'est bien beau des projets on sait que le projet pour le golf, hein, les promoteurs, ils veulent vraiment avoir les égouts là, au plus vite. Mais il reste que, tu sais, je veux dire, il faut quand même considérer aussi que les gens c'est des aînés, la plupart dans le projet. Je ne veux pas insulter personne, mais la plupart sont proches de leur pension. Puis, tu sais, je trouve que c'est des montants pas mal exorbitants là, pour les égouts. C'est sûr que souvent, il y a des avantages à regrouper. Je pense que vous le savez, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont dans le secteur. Je pense que c'est malheureux, mais c'est un secteur qui a de la peine, qui a de la difficulté à se développer parce que justement, il manque d'infrastructures. Donc, l'objectif, je pense, du conseil à travers ce projet-là, c'était de dire on prend tout le secteur, on va régler les problèmes d'aqueduc sur CD-Jeunes. Vous l'avez vu tantôt, il y a une conduite qui est là, qui va être financée à même la TEC. Et à ce moment-là, de venir desservir tous les résidences, l'ensemble des résidences avec un réseau d'égouts. Et à ce moment-là, bien, le réseau s'arrime en même temps. Donc, souvent, c'est plus facile de le faire. Les postes de pompage sont faits en fonction. Ça peut se faire en partie, mais ça devient toujours difficile de faire une partie, après ça, de revenir par la suite, puis de trouver toujours le bon temps. Dans des projets comme le vôtre, le défi, c'est toujours dans une balance. Ça. Il y a des gens que l'installation septique fonctionne bien. Donc, c'est sûr que pour eux autres, le projet ce soir, il est peut-être moins intéressant que la personne qui sait que demain matin, on va devoir refaire son installation septique. Dans de l'existant, c'est extrêmement difficile de trouver le bon timing. Ce qu'on considérait avec les aides financières qui ont été présentées, avec quand même le fait que depuis plusieurs années, on est conscient, les services d'urbanisme sont conscients, le conseil aussi, qu'il y a des installations septiques qui polluent. Là. On veut protéger notre environnement. Donc, à un moment donné, on s'est dit, non, il faut lever le pied sur la pédale à frein, il faut essayer de revoir le projet, il faut bonifier les aides financières, on a travaillé fort là-dessus, puis il faut essayer de le faire comme un projet intégré une fois pour toutes. À ce moment-là, on trouvait que le timing était bon, puis on règle toute la problématique du secteur parce qu'il en demeure pas moins que les places qu'on ne fera pas, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent plus problématiques demain matin. Il va en rester quand même des installations là, dans ces endroits-là. C'est comme ça que le projet a été vu pour l'ensemble du secteur et à ce moment-là, de doter les gens d'infrastructures modernes, efficaces, comme on disait tantôt, d'essayer de libérer la responsabilité des gens quand vous avez des champs d'épuration là, qui ne fonctionnent pas, puis les eaux usées s'en vont chez les voisins, les enfants. Moi, j'ai vu des enfants jouer dans les eaux usées. J'ai vérifié des fossés en arrière de Frontenac. Je voyais le savon. Je pouvais dire quand la personne avait fait son lavage. En termes d'environnement et de santé publique, c'est pas l'idéal. C'est ça, je pense, l'intention. Puis si vous me permettez, je rajouterais, Madame Gauthier, que dans le fond, toutes les subventions qu'on a montrées tout à l'heure, elles s'appliquent aux résidentiels existants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré que le poids de la taxation du règlement d'emprunt soit le moins élevé possible pour les résidents, les citoyens des propriétés existantes. Donc, c'est sûr que c'est des gros montants, mais comme disait Charles tantôt, une installation septique, ça a un bon coût aussi. S'il faut la remplacer, c'est un investissement qui est assez important à faire d'une shot. Donc, c'est sûr qu'en le faisant en règlement d'emprunt, puis avec des montants qui sont quand même, vous allez le voir, mais quand vous allez recevoir votre lettre, là, les montants sont raisonnables. D'accord. Je m'excuse. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Oui, bonsoir, M. Phillips de la rue Frontenac. Tantôt, vous avez mentionné que vous allez excaver la rue. Ça comprend, dans le coût qu'on a reçu, le montant, est-ce que vous allez faire les fossés? Puis est-ce que ça comprend changer les ponçons? Évidemment, oui, là, les fossés, ils vont venir avec les rues, avec l'excavation. Fait qu'on aura prévu de faire une remise en état là, de tous les fossés. Les ponceaux, on s'est prévu des quantités aussi. Évidemment, là, il y a des gens, certains d'entre vous, là, qui avec le temps ont changé les ponceaux ou qui sont pas ça. Fait qu'on va faire vraiment une inspection là, méthodique de chaque ponceau. Puis les ponceaux, évidemment, qui sont remplacés, qui seront désuets, tout ça. On a des quantités de prévues là, dans le prix qu'on vous a montré pour faire le remplacement de ces ponceaux-là. Donc, vous payez pour le ponçon? Pas moi personnellement, mais. Dans le fond, si tu me permets, Guillaume, je vais rajouter la fourniture du ponceau, on y va comme d'habitude.
Donc, c'est la responsabilité du résident de nous fournir le ponceau, où on a maintenant un règlement qui vous permet de payer la portion qui vous revient du ponceau en mètre linéaire de ponceau. Mais c'est vrai que c'est la responsabilité du citoyen de nous fournir le ponceau si celui-ci est endommagé ou doit être remplacé. OK. Merci. François Aymon, secteur Brunet. Moi, je voudrais savoir, c'est qui va déterminer l'emplacement où est-ce qu'on va se brancher la résidence à la rue? Exemple, à gauche de la maison, à droite de la maison ou au centre? Est-ce qu'il y a une place déterminée d'avance? Ou... Commence. Parfait. Bien, pour ça, oui, c'est une très bonne question. Là. En fait, avant le début des travaux, on va faire conjointement avec la Ville là, des visites de chaque terrain. On va s'assurer là, de déterminer avec vous, chaque citoyen, vraiment l'emplacement idéal pour vous. Donc, si votre sortie est à gauche, à droite, en arrière, ou si vos aménagements paysagers sont faits d'un côté, la piscine, la clôture. Donc, on va essayer vraiment d'aller passer à l'endroit où ce sera le moins compliqué pour vous pour faire la suite du travail, pour aller vous brancher. Puis, on va vous faire avec chaque résidence, on va faire une fiche de branchement pour dire où on a laissé le branchement, à quel endroit, à quelle profondeur vous êtes. Donc, vous allez pouvoir remettre ça à votre entrepreneur qui va faire le raccordement. Puis, on va l'avoir imagé un peu ensemble, dans le fond, le trajet à parcourir le plus optimal. Fait que chaque résidence va être différente. Il y en a qui vont être plus au centre, plus à gauche, plus à droite. Okay. Fait que vraiment, on va essayer là, d'optimiser l'emplacement pour que ce soit le plus efficace et le plus facile pour vous pour la suite. OK. Puis, à quelle profondeur vont être les égouts pour savoir... dans les sous-sols pour pas qu'il y ait de pompe pour pomper le... Ce qu'on a fait, en fait, là, c'est que la portion la plus haute du réseau, qui est le secteur, là, les Frontenac, là, où on coupe avec la section gravitaire, on s'est assuré qu'à cet endroit-là, on ait assez de profondeur pour prendre le sous-sol de façon gravitaire pour éliminer les ponts. Donc, on part, là, c'est environ un 10 pieds à peu près de profondeur pour être sûr d'aller chercher la première résidence qui le réseau sera plus haut. Puis après ça, on descend jusqu'au poste de pompage. Donc, quand on va arriver là, sur Saint-Louis, il n'y aura vraiment plus d'inquiétude. On va être dans les 4-5 mètres de profond, c'est sûr qu'on va aller chercher. Mais c'est l'optique qu'on l'a réfléchi. On voulait vous éviter ça aussi de devoir conserver votre pompe que vous avez en ce moment. Parfait. Merci. Mon nom est Paul Brabant. Je demeure sur la rue Brunet. M. Castonguay a parlé c'est un terrain qui a de la glaise. Je ne parle pas dans ça. Ils ne m'entendent pas en arrière. Où c'est l'Internet? Oh, comme ça, par la télévision. Ah, ça va pas bien. Bon, vous avez dit tout à l'heure, notre place à nous autres, Brunet, c'est glaiseux un peu. Okay? Pourquoi, quand il y a 38 ans, ils ont accepté la teinte septique telle qu'elle est là, aujourd'hui, elle est plus bonne. Hein? Pourquoi? Puis en plus de ça, il y a 38 ans, quand j'ai acheté le terrain, les fossés pour y goûter l'eau, ils goûtaient sur la Cité des Jeunes. Il était Cité des Jeunes 8 pouces plus haut que mon terrain. Comment si vous voulez qu'on égoutte un terrain quand on n'a pas de place? Je vais répondre au niveau du drainage, puis peut-être au niveau de l'installation septique, ça va être les gens d'urbanisme parce que c'est loin de moi cette expertise-là. Je sais quand ils ont refait le pavage dans votre secteur, M. Brabant, ils ont tout revisé les profils. C'était Génivore qui avait fait ça. Et en principe, il y a une bonne partie qui revenait sur Saint-Louis, il y a une partie qui allait complètement arrière l'eau. Donc, ce que vous me dites, je serais porté de croire que ça a été corrigé là, quand le pavage était fait. Ça a été corrigé 15 ans après. Malheureusement, moi, je suis arrivé, le projet était déjà fait. Je sais qu'on a fait des relevés dans le secteur pour tenter d'améliorer. C'est sûr que quand c'est majeur qu'il faut refaire tout un secteur au complet, ben, on n'avait pas nécessairement toujours les ressources dans le temps, mais on vous a écouté, on l'a fait quand on a refait le pavage. Malheureusement, peut-être un petit peu plus tard que prévu, mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, ça doit bien fonctionner. Puis si jamais il y a des problématiques, vous avez juste à nous l'adresser aux travaux publics. On a des gens qui font des relevés terrain régulièrement. Moi, je n'ai pas de problème parce que quand j'ai fait ma champ d'épuration, j'ai creusé 4 pieds plus creux, j'ai mis de 2-4 pouces. Après ça, ils ont fait comme c'est supposé être fait. Okay. C'était un lac chez nous. Ça va-tu au niveau du drainage? J'aimerais ça qu'on vous réponde au niveau de l'installation septique, les règles du temps. Oui, bien, les règles du temps, je vous dirais, je ne suis pas très, très familier avec les règles du temps parce que je n'étais pas là à l'époque. Toutefois, depuis, les règles ont changé au moins 2-3 fois.
Ce qui veut dire qu'au niveau du ministère de l'Environnement, ce n'est pas la ville qui a changé les règles. Là. C'est la loi sur l'environnement qui pousse les villes à appliquer une réglementation qui est beaucoup plus fine. Et le degré de percolation du sol est important. Là. Aujourd'hui, on doit savoir si votre sol est en mesure d'accepter ces eaux-là. Et avec les données qu'on a aujourd'hui, le sol dans le secteur n'est pas capable d'accepter des débits moyens pour une résidence unifamiliale. Pourquoi que le sol n'est pas capable? Puis les lacs d'eau ici, où tous les égouts vont, c'est en plein air. Puis l'été, là, on va être chanceux parce qu'il y avait des maisons de bâties. Puis l'été, des grosses chaleurs, on sentait ça. Là, vous parlez d'environnement. Je peux pas répondre pour les bassins de l'usine, mais par contre, pour ce qui est des systèmes individuels. est enterré. Oui. Le champ d'épuration est enterré. Ça, c'est en plein air. Là. Oui, exactement. C'est des systèmes qui sont autres, qui sont différents. C'est des systèmes de traitement collectif. Là, on parle de systèmes privés. Là. Votre installation septique, c'est une chose, c'est des normes X, et les bassins d'aération, ce n'est pas vraiment mon domaine. On pourrait peut-être demander à Caroline ou à Ghislain, mais je dirais que ça fait partie des systèmes d'avoir une aération pour favoriser le breakdown, la décomposition des matières organiques. Là. Bon, vous parlez d'environnement. Oui. C'est la rue Legault, ici, de l'autre côté, qui a à peu près 2/3 de kilomètre. Puis ils ont eu des tanks septiques, puis pas d'égout. Puis c'est en face du système d'égout. La rue Legault, au bord. Il y a 4 gros garages, 5 gros garages. Là. Oui. Ils ont des tanks septiques. Oui, effectivement, mais là, on parle de... On ne parlait pas que l'environnement, il ne veut plus avoir de tanks septiques quand que la ville donne une permission pour en faire un. En fait, les systèmes qui sont autorisés, c'est des systèmes qui sont conformes aux normes du ministère de l'Environnement. Les systèmes qui ont été autorisés sur le chemin Legault, c'est des systèmes qui sont conformes. Si vous, demain matin, vous nous demandez de remplacer votre système par un système conforme, la Ville va vous émettre un permis pour remplacer votre système septique. Aujourd'hui, on ne vous dit pas que demain matin, vous ne pouvez pas obtenir un permis pour remplacer votre système septique, dépenser le 30 000 le 35 000 nécessaires pour en faire un qui est conforme aux normes en vigueur. Ce qu'on dit, c'est qu'on a un projet aujourd'hui, un projet collectif d'égout pour vous enlever cette charge-là de devoir gérer vous-même, vous et tous les gens dans la salle, les systèmes individuels sur chacune de vos propriétés. Bon. Si vous voulez parler de projets précis, de secteurs précis, on pourrait prendre rendez-vous puis je pourrais regarder avec vous l'ensemble des dossiers. Mais évidemment, là, si vous pouvez juste garder les questions pour le projet qui est là et plutôt. Le projet qui est là? Oui. OK. Alors, moi, personnellement, pour 30 ans, ça va me coûter pas loin de 5 000 de taxes par année. En fait, pour le règlement d'emprunt. 2 500, vous avez 1120, ça. Et on a déjà une taxe, on n'a même pas d'égout, de 145 $ et 97 par année pour le champ ici à quoi? Parce que j'ai de la misère à dire le nom, là, le système d'égout ici. Là. Les étangs aérés? Bon. Oui, il y a bon nombre de gens qui sont à l'extérieur, mais là, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait répondre à la question. Je ne suis pas trop familier avec la question de la taxation. Je vais vous répondre à la question. Ouais. Pourquoi la Ville nous prend, nous autres, ici, pour financer un projet pour un promoteur du terrain d'anciennement de golf? En fait, je peux répondre très bien à cette question-là. Le projet qui est ici aujourd'hui n'est pas pour financer un projet promoteur. La portion que vous financez, comme Caroline l'a expliqué, c'est la portion qui vous appartient à vous. C'est pour ça que le secteur a été divisé en bassins et ça représente le coût que vous coûtez dans le projet. Si on enlève la partie des promoteurs un petit peu plus loin, si on sépare tout le projet, ça coûterait la même chose, puis probablement plus cher. Mes amis ici pourraient me le dire. Mais ça va coûter beaucoup plus cher si on enlève les projets qui sont un petit peu plus, pour les terrains qui sont vacants, les projets de redéveloppement.
Mais de la façon que le règlement d'emprunt a été préparé, c'est pour représenter votre charge à vous, pour votre réseau à vous. Vous ne payez pas pour les promoteurs. Les promoteurs ne sont pas dépendants de vous et vous n'êtes pas dépendant d'eux. Sauf que si on vient joindre les objectifs de tout le monde dans le secteur de façon collective, vous en bénéficiez. Et eux vont en bénéficier aussi. Parce qu'en bout de ligne, pour se rendre jusqu'à leur propriété, à un certain moment donné, il y a une répartition qui doit y avoir. Alors, chacun assume leur coût à eux pour leur propriété à eux. Donc, tout à l'heure, la madame a dit qu'on ne pouvait pas payer cash. Oui, j'ai dit ça. Pourquoi qu'en 98, on pouvait payer 21 000 cash, puis 28 500 piastres pour 25 ans? En 98, quand on a eu le 12, la même journée qu'aujourd'hui, bien pas la journée, la date d'aujourd'hui, au sous-sol de l'église. Parce qu'ici, c'était pas bâti, je crois. De la manière qu'est monté le règlement d'emprunt cette fois-ci, je ne sais pas pour à l'époque, là, on a, comme je vous disais, les bassins 1 et 2, qui sont les propriétés existantes, sont à l'unité et les autres sont à la superficie. Quand on paie à l'unité, on ne peut pas avoir l'option de paiement comptant parce qu'il y a des terrains qui peuvent être scindés, il y a beaucoup de potentiel de changement dans le projet. Donc, pour s'assurer de faire payer sa juste part à tout un chacun, puis que dans le temps, tout le monde paye sa juste part, bien, il n'y a pas l'accès au paiement comptant dans ce cas-ci pour l'unité. Même chose pour ce qui est du paiement à la superficie. Dans certains cas, il y a des lots qui ont été réduits en superficie parce qu'il y a des milieux humides, il y a des cours d'eau qui passent dessus. Donc, on ne pouvait pas taxer les gens sur des secteurs qui n'étaient pas développables. Donc, tout ça ensemble fait que l'accès au paiement comptant n'est pas possible dans ce cas-ci. En 98, on pouvait le faire, puis en 2022, on ne va pas le faire. C'est pas des règles. D'ailleurs, c'est pas des règles. C'est ça. Si. C'est pas des règles établies par la Ville, c'est des règles établies par le ministère des Affaires municipales. Ouais. Donc, les raisons pour lesquelles le ministère des Affaires municipales disait qu'un projet comme ça, il ne peut pas avoir de comptant, c'est les raisons qui ont été évoquées là, c'est de la manière que les calculs ont été faits. Oui. OK. Donc, M. Brabant, on vous demanderait peut-être de prendre une petite pause puis laisser les gens en arrière de vous poser des questions. Oui. On est habitué de financer les autres. Bonjour, Brigitte Poirier, Cité des Jeunes, le fameux secteur de fou le soir. Donc, j'aimerais savoir quel genre d'infrastructure que vous avez planifié pour les voies et le déplacement du trafic pour cette période-là, justement. Pour la période des travaux, vous parlez? Oui. Parce qu'évidemment, par la suite, évidemment, c'est une route qui appartient au MTQ, donc qui n'appartient pas à la Ville. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré le MTQ, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Eux, évidemment, pour l'instant, c'est le statu quo au niveau de la reconstruction. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est de reconstruire tel que c'était. Donc, au niveau des largeurs de voies, tout ça, on remet comme c'était. Durant les travaux, on a prévu déjà un espèce de plan de gestion de circulation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une responsabilité qui revient à l'entrepreneur de faire sa circulation, de nous revenir avec un plan. On y a par contre donné certains barèmes, de dire on veut toujours une voie ouverte dans telle direction, de telle heure à telle heure, des choses comme ça. Donc, on va s'asseoir avec lui au moment de l'octroi du contrat. C'est là qu'on va qui va nous présenter ses planches de circulation, ses scénarios, qu'on va par la suite présenter ça au MTQ. C'est eux qui vont nous revenir avec ça, de savoir si on a l'acceptation ou pas. Parce qu'eux, ils ont les contraintes, évidemment, puis si c'était des jeunes, là, c'est un boulevard important, puis on ne peut pas fermer ça, penser on ferme ça pendant 2 ans, puis on s'en va ailleurs. Fait que c'est pas comme ça qu'on l'a prévu. On a aussi fait les travaux, vraiment les rapporter d'un seul côté, pour essayer de se tasser le plus possible pour garder une voie là, en tout temps. Donc, vraiment, c'est des étapes où on est rendu là, à s'asseoir. On a une bonne idée comment on va le faire, mais pour la suite des choses, là, ça va venir avec l'entrepreneur conjointement et le MTQ aussi. Là. OK. Mais il n'y a pas question de 2 voies par côté, là. Non, on le laisse vraiment comme il est là. On refait ça comme c'est là. S'il y a un projet à venir, ce sera le MTQ dans le futur là, qui viendra taper ça. Parfait. Rappelez-moi où va être le système de pompage sur la Cité des Jeunes? Sur Saint-Louis, tout près de la voie ferrée. OK, dans le fond, OK. OK. Quel côté?
Parce que il y a Du une côté différence. nord de la voie ferrée, donc du côté Cité des Jeunes. On ne traverse pas la voie ferrée. OK, parfait. Merci beaucoup. D'ailleurs, juste en titre de complément de réponse, pour Cité des Jeunes, c'est la phase 1 du projet. Donc, ce serait. L'an prochain, par contre. C'est le lot 1, mais qui va être réalisé l'an prochain. OK. Effectivement. Et pour la question du 4 voies, ben, c'est un sujet qu'on suit de proche. On est en discussion avec le gouvernement du Québec et en termes de phasage de projet, certains réaménagements de la Cité des Jeunes, c'est prévu pour 2026-2027, mais à ce moment-ci, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Bonjour. OK. Donc, Sur chemin Saint-Louis, oui. J'ai l'eau qui vient de la pompe de mon sous-sol. Présentement, elle se déverse dans le fossé. Est-ce qu'elle va rester toujours là, dans le fossé, ou elle va être branchée à la... Elle reste toujours dans le fossé? Oui, la pompe, c'est quelque chose qui est pluvial. Oui. Donc, on ne le mettra pas dans le sanitaire. OK, c'est beau. Oui. Et après, pour les taxes qui vont augmenter, ça va commencer quand? Ça commence dans l'année après la réception provisoire des travaux. OK. Donc, c'est dans 2 ans et demi, 3 ans, OK. si la fin des travaux respecte l'échéancier. Et c'est certain qu'il y a quelqu'un qui va nous contacter où on va se brancher? Oui. De quel côté? Oui, Parce oui. que je suis à l'intersection de 2 roues et si je vais vers Saint-Louis, ça va être vraiment long, 3 fois le prix qu'à côté. Je comprends. Non, notre consultant, il a le mandat de vraiment vous rencontrer. Okay. On est là aussi pour l'appuyer. Donc, si on ne répond pas s'assurer. une journée, il va revenir. Ah oui, il va vous achaler, inquiétez-vous pas. Puis il va y avoir des ressources dédiées à la ville, là, spécifiquement pour ce projet-là, justement pour aider les gens, parce que ça se peut que vous ayez des questions. Donc, on va être votre voix là, à travers la ville, puis entre l'entrepreneur, puis s'assurer que tout se déroule bien. Vous avisez un petit peu de l'avancement des travaux, les accès aux propriétés. On veut que ça soit conservé tout le temps. Donc, ne soyez pas inquiets, là, une équipe de projet qui va être vraiment dédiée là, pour l'ensemble du projet. Puis, si je rajouterais aussi deux secondes. Peut-être que vous allez voler mon scoop. Oui, allez-y. Non, je ne volerai pas votre scoop. On va avoir la fiche de branchement qu'on parlait tout à l'heure, mais aussi sur le terrain, l'entrepreneur puis le consultant, ils vont s'assurer de l'identifier avec un piquet ou quelque chose de très visuel. Comme ça, on va avoir un repère terrain puis votre fiche de branchement. Donc, on va s'assurer de respecter tout ça ensemble. J'ai un complément. Je demanderais aux gens dans la salle de ne pas avoir de conversation. Si vous voulez avoir des conversations, vous pouvez toujours aller à l'extérieur. Sauf que là, nous, en avant, on attend plus les gens en arrière qu'on attend les réponses. Donc, ça serait juste pour les personnes là, qui veulent écouter. Mais également, à titre de complément d'information, qu'est-ce qui est très important, c'est qu'après la réception provisoire des travaux, le raccordement, vous avez 5 ans. Ça veut dire que ce n'est pas obligé d'être fait là. Ça veut dire qu'on parle là, de 7 à 8 ans à partir d'aujourd'hui en termes d'obligation de raccordement. Donc, ça vous laisse amplement le temps de préparer le projet et d'amortir les coûts le cas échéant. Là. On a travaillé ça là, pour vraiment aider le plus le citoyen en titre de contribuable là, pour pouvoir amortir les frais. Donc, à vous, merci. Simon Trudeau, chemin Saint-Louis. On parle de raccordement. Est-ce que vous avez un estimé comment ça peut coûter un raccordement? En fait, ça dépend beaucoup de la situation où est-ce que vous êtes situé. Comme la dame a dit juste un petit peu avant, elle est située très loin de l'artère. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir travailler avec différents soumissionnaires, dépendant où vous allez vous brancher également, parce que peut-être que votre installation septique est à l'avant, peut-être qu'elle est à l'arrière. Oui, ça, je comprends ça, alors, mais vous n'avez pas un estimé au pied comment ça peut valoir un raccordement? Bien, ce qu'on a évalué de notre côté, grosso modo, c'est qu'un raccordement moyen, je ne vous dis pas comme un terrain super loin de la rue et tout ça, on figure que ça devrait valoir autour de 5 000 $ plus ou moins là, dans ces eaux-là. Mais il y a aussi l'option que vous pourriez parler avec vos voisins puis obtenir des branchements groupés, c'est-à-dire que l'entrepreneur pourrait tout vous faire vos branchements conjointement, un après l'autre. Et là, vous auriez une économie à ce moment-là pour chacune des propriétés. Parce que moi, ma propriété est à 300 pieds du chemin. Ça veut dire que ça augmente les coûts énormément. C'est sûr, effectivement. OK. Merci. Il y a 2 pour 1.
Monsieur Rivet, si vous permettez une intervention, s'il vous plaît, avant que Monsieur Brabant revienne au micro. Je m'excuse, Monsieur Brabant. Nous avons des questions à la maison des gens qui sont présents en virtuel. Puis pour le bénéfice des gens qui sont présents en salle et en virtuel, est-ce que vous accepteriez qu'on aille répondre peut-être à 2 questions en virtuel avant de retourner en salle? Moi, j'ai juste une dernière question. Okay. On fait 2 questions, puis ensuite on va en virtuel. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut faire comme en 1998, refuser le projet? Donc, le processus est le suivant, c'est que il y a un registre qui va être tenu à l'Hôtel de Ville mardi le 17 mai et les gens qui veulent s'opposer au projet peuvent aller signer leur registre. Parce qu'en 98, on a fait une feuille, puis je n'ai encore des feuilles de ça. Bien, là, les gens, encore une fois, ça, c'est la loi des cités et villes. Non, c'est la loi sur les référendums. Les référendums. Élections référendums. C'est très clair. Le registre se tient à l'Hôtel de Ville de 9h à 19h mardi de la semaine prochaine. Puis les gens qui s'opposent au projet doivent se rendre à l'Hôtel de Ville et le signer. Et vous devez être un électeur éligible du secteur. Là. Ça ne peut pas être n'importe qui. Alors, et, on est 230 propriétés dans le projet que vous voulez faire. Quelle est la majorité? C'est 329. C'est 329 propriétés. Et on a près de 500 électeurs éligibles. Et le nombre, si je ne me trompe pas, le nombre de signatures pour s'objecter, c'est 85. À ce moment-là, le Conseil aura 2 options, entre autres, notamment. Une option d'arrêter le projet ou de le soumettre à un référendum pour l'ensemble des citoyens du secteur. C'est bon, merci. Bonsoir. Sylvie Ladouceur, Radisson, au coin de Montcalm. Plus proche, Sylvie Ladouceur, Radisson, au coin de Montcalm. J'ai des questions qui sont peut-être financières, donc Madame Pelletier, et peut-être une autre, là, peut-être je pourrais la poser tout de suite. Quand vous allez refaire l'asphaltage, est-ce que vous incluez aussi les rues transversales comme Montcalm, sur lesquelles il n'y aura pas nécessairement de travaux, de tuyaux, de raccordement, mais c'est quand même un petit bout de rue qui est important, puis qui a l'air d'un champ de mine actuellement. Tu l'as-tu prévu? Tu l'as prévu? Il est prévu. Bon, vas-y donc. Il est prévu, effectivement, à Montcalm, il est prévu. Oui, il n'y a pas d'égout, mais quand on a passé devant nos relevés, on a remarqué la même chose que vous. On l'a inclus. Ben ouais. C'est dérouillère. OK. Donc, les questions financières, vous incluez dans votre rapport le résumé de projet, vous dites les coûts maximaux du bassin. OK. Ça veut dire ça que vous avez évalué tous les risques, puis que vous avez une contingence, puis qu'il n'y a pas de possibilité que le coût soit supérieur à ce qu'il y a là. Non, effectivement, dans ce cas-là, on est chanceux. Avec le MAMACH, on était obligé de faire les soumissions avant de présenter le règlement d'emprunt. Donc, dans ce cas-ci, on a toutes les soumissions des entrepreneurs qui sont déjà sur la table. Notre consultant, quand il a fait les estimations et les bordereaux de soumission, on s'est assuré d'avoir des contingences à l'intérieur des bordereaux. De notre côté aussi, quand on prépare les coûts du règlement d'emprunt, on prévoit des contingences aussi. Donc, je pense qu'on est très près de la réalité dans le cadre de ce projet-là. Puis, on a les contingences qu'il faut pour pouvoir assurer que les coûts vont être plus bas que ça. Donc, la MAMACH, dans votre document, vous dites c'est subjectif à peut-être les coûts pourraient être revisés si l'approbation n'a pas été reçue. Est-ce que vous l'avez reçue? L'approbation par rapport à l'aide financière? Oui. On a eu des bonnes nouvelles sur l'aide financière. Je vous dirais, actuellement, c'est plus l'annonce publique, mais le montant qui a été mis là, c'est parce qu'on a eu des bonnes nouvelles à ce sujet-là. C'est juste qu'il y a une question politique d'annonce publique. Vous avez des ceintures, puis une bretelle, puis… La réponse est affirmative, c'est qu'on est en attente d'une date pour pouvoir faire l'annonce publique. OK. C'est ça. Okay. Là, on attend la directive de Madame la ministre Laforêt. Ah, OK. Mon autre question, c'est le pourcentage du coût total de 3,3 %. Est-ce qu'il y a une possibilité que sur une période de 30 ans, ce taux-là soit revu à la hausse?
Le 3,3, c'est le. C'est le règlement d'emprunt. C'est le règlement d'emprunt, c'est le pourcentage. Dans le fond, de la façon qu'on l'a évalué, non, le coût du règlement d'emprunt, il est vraiment fixe. Le pourcentage pour chacun des bassins de taxation est vraiment fixé. C'est pas quelque chose qui va fluctuer en fonction de la construction, c'est vraiment fixe, effectivement. OK. OK, parfait. Puis comme c'est un coût maximal, puis c'est basé sur, vous avez mis de la contingence et tout ça, puis que votre projet il est séparé en 3 lots, est-ce qu'en cours de progression, on va recevoir un rapport qui nous donne le budget par rapport au réel? Parce que je présume que si ça, c'est le coût maximal, il y a un risque ou une chance, peut-être, je devrais dire, que ça nous coûte un peu moins cher. Oui, il y a une chance que ça vous coûte un peu moins cher. Ça va dépendre de comment vont les travaux, ça va dépendre parce qu'on travaille aussi sur la Cité des jeunes, même si ce n'est pas nécessairement vous que ça touche, c'est quand même un projet qui est global. Donc, si on rencontre moins de matériaux contaminés que prévu, si ça va mieux que prévu, oui, il y a des chances que les coûts soient plus faibles, mais c'est sûr qu'on garde en tête que ce prix-là, ça devrait être ça qui va nous être facturé, puis tant mieux si la facture est un peu plus basse. Là. OK, mais est-ce qu'on va être informé aux 6 mois ou une fois par année? Normalement, non. Il y a des redditions de comptes qui sont faites dans le cadre du programme Primo. Donc, souvent, c'est fait annuellement, mais ce n'est pas nécessairement des informations qui sont publiées. L'avantage que vous avez quand c'est un règlement d'emprunt, c'est vraiment le coût maximum que vous pouvez payer. Et l'avantage, comme on disait, c'est que si ça coûte moins cher, on vous charge moins cher. À la fin, vous ne serez pas financé au montant total qui a été prévu dans le règlement si on a sauvé 5 ou 10 Vous allez payer les coûts réels vraiment dépensés par la Ville pour la réalisation du projet. Donc, vous êtes protégé des deux côtés, là, tant à la hausse. Puis nous, on a des personnes qui suivent le projet en temps réel et qui s'assurent que les coûts ne soient jamais dépassés. Donc, on a l'obligation de respecter ces coûts maximaux-là. Oui, parce qu'en plus, vous avez une obligation de rendre compte si vous avez des subventions, des contributions. Exactement. Ça, c'est annuellement. Puis c'est souvent notre consultant en ingénierie là, qui s'assure de respecter le budget, puis on va le suivre de proche. Qui est le monsieur au bout de la table. Bon, merci. Merci à vous. Merci. Ça monte pas. Bonsoir. Yvon Réau, la rue Frontenac. Ma question est, suite à monsieur qui a posé tout à l'heure, concernant les ponceaux. Les ponceaux vont être refaits, ça veut dire les fossés vont être refaits. Mais dans la rue Frontenac, il y a plusieurs qui ont déjà, fermé leurs fossés par le passé avec les infrastructures requises par la Ville. Est-ce que la Ville va les refermer comme ils sont avant ou si ça va être à nos frais de le faire? Notre mission dans ce projet-là, c'est de refaire tout tel que c'est maintenant. On n'en fermera pas plus, on n'en ouvrira pas plus. Donc, on va rester le statu quo au niveau de la fermeture des fossés. Si c'était fermé, ça va rester fermé. OK. Merci. Merci. Rachel, on va aller aux questions en ligne. Oui, donc on a la première personne qui est Mme Mylène Cardin. Sinon, ils peuvent nous parler sans rentrer sur le dos. Ils pourraient juste dire c'est quoi ta question, puis la répéter. On va laisser faire. Brock, c'est là. OK. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. On entend un petit peu. À peine. Un petit peu? On va demander votre attention, s'il vous plaît. OK, ma question. Pardon.
Donc, ma question, c'est, tantôt, on a parlé des ponceaux. Là. Moi, mon ponceau est en béton. Je crois qu'il est en bon état, mais il a levé avec le temps par le gel. Est-ce que le contracteur va l'arracher et le réinstaller comme il faut parce que là, pour que ça soit correct? Bon, juste peut-être une petite minute. Merci. On va aller vérifier. Mais il l'entend dans la télé. Il l'entend dans la télé, Valérie? On peut prendre sa question. On va se planter à côté de la télé et on va répéter la question. Ben oui. Donc, en attendant qu'on rectifie le problème technique, est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui auraient des questions? Ah, ben, vous allez faire une course pour savoir qui arrive en premier. C'est correct. Bonjour. Bonsoir, Alfredo de Santis, Croix, Lucie et Docci. Premièrement, pour un gros projet comme celui-ci, pour supporter M. Brabant, que je ne connais pas, mais ce soir, je l'ai connu, est-ce qu'il y a eu des demandes aux propriétaires pour voter? Vous avez 338 propriétaires. Ce n'était pas mieux de demander à eux s'ils sont d'accord, oui ou non, avant de dépenser l'argent pour aller de l'avant avec ce projet? Ma première question. J'ai une deuxième après. Comme j'expliquais tout à l'heure, il existe dans la loi sur les élections et référendums le processus suivant. Donc, le processus là, est dicté par la loi. Donc, nous, on doit appliquer la loi. On ne peut pas faire ça de manière arbitraire. Il y a un registre qui va être tenu la semaine prochaine, mardi de la semaine prochaine, de 9h à 19h. On a à peu près 500 personnes, électeurs admissibles. Et s'il y a 84 personnes qui viennent signer le registre, là, le conseil a deux options. Soit qu'il met fin au projet ou il soumet le projet à un référendum. Et donc, là, tous les citoyens vont pouvoir se manifester. Donc, pour demander un référendum, par exemple, il y a à peu près entre 10 et 15 des électeurs éligibles qui doivent venir signer le registre. Mais justement, ça aurait dû être fait avant, mon opinion personnelle. Comme je vous dis, le processus est dicté par la loi sur les élections et référendums. Si j'ai bien compris aussi, durant la présentation, on a le droit de garder le réservoir septique dans notre terrain et si on le remplit de sable. La procédure qui est acceptée au niveau du ministère de l'Environnement, c'est que vous pouvez conserver le système, la fosse septique, une fois vidangée, vous pouvez la remplir de sable, enlever les couvercles et vous pouvez la laisser en place. La même chose pour le champ d'épuration. Vous pouvez laisser en place le champ d'épuration. Vous n'avez aucune intervention à faire. Le ministère de l'Environnement confirme que ce n'est pas considéré comme une contamination tant aussi longtemps qu'on la laisse en place. Excellent. Et c'est aux frais des propriétaires. En fait, oui. OK. Comme les modifications que vous pourrez faire à votre habitation par la suite, si vous voulez ajouter des chambres, en bénéficier du réseau d'égouts, ça sera à vos frais également. Le branchement, la même chose. Alors, les avantages, vous pourrez en tirer bénéfice, mais oui, il y a un coût à payer pour chacun. Excellent. Merci. Je rajouterais juste, monsieur, oui, c'est moi. Concernant, justement, vous dites qu'on a dépensé avant de vous consulter. Oui, on fait une certaine dépense avant de vous consulter, mais on n'aurait pas eu l'aide financière qu'on a avec le MAMACH si on ne s'était pas rendu à ce point-ci du projet. Ah bon. Donc, on n'a pas le choix de faire une certaine avancée pour pouvoir vous consulter puis vous dire on a un projet qui va vous coûter tant avec tel financement. Puis comme précisé dans ma présentation, Primo, le premier volet nous donnait justement une aide financière pour faire ces études-là. Donc, on a pu bénéficier d'une aide financière justement pour pouvoir le faire avancer puis de raffiner au niveau de la conception. Excellent. Merci. Pour 427 boulevard Cité des Jeunes, pour des problématiques sur la Cité des Jeunes au niveau de l'apport d'eau, il n'y a pas de pression d'eau. L'eau se prend à l'arrière des bâtiments.
sur Cité des Jeunes. Puis là, vous parliez que vous alimentez l'eau à certains endroits. Est-ce que l'eau va être passée au même moment que l'égout ou non? Ça ne sera pas changé, ce volet-là? Parce que la Cité des Jeunes, si je n'ai pas bien compris, on ne remplira pas les fossés. Là. Vous respectez la largeur actuelle. Cité des Jeunes, c'est MTQ. C'est sûr qu'on ne touche pas aux aménagements de la Cité des Jeunes. Nous, ce qu'on passe, tu pourras compléter, Guillaume, si tu veux. Là. Dans le fond, nous, ce qu'on passe, c'est les égouts, le refoulement, l'aqueduc. Okay. Donc, c'est ça. Là, si vous avez pas de pression, je suppose que vous avez déjà de l'aqueduc d'une certaine façon. Vous êtes probablement sur l'aqueduc de Vaudreuil, dans le fond. Exactement. Ce qu'on veut, le projet, puis vous avez vu tantôt, c'est pris complètement dans la tech. Donc, c'est des sommes. Il n'y aura pas de dépenses là, pour les citoyens au niveau de l'aqueduc, autre que de venir faire votre branchement jusqu'à la limite de propriété. C'est vraiment un aqueduc qui va être dans l'emprise de rue, donc pas un aqueduc arrière l'eau. Qu'on n'a pas accès, qu'on ne connaît pas les pressions. Premièrement, qui ne nous appartient même pas, qui est à Vaudreuil. Donc, c'est vraiment, l'objectif, il y avait 2 objectifs avec l'aqueduc, régulariser cette problématique-là et de venir faire un bouclage quand il y a un problème avec Vallée-Chaline dans le secteur. On n'est pas obligé de fermer des grands secteurs, donc ça nous aide en même temps là, dans l'exploitation du réseau pour s'assurer de la libre circulation des eaux pour éviter des contaminations. OK. Donc, l'alimentation d'eau va être modifiée, mais ça va être de Saint-Lazare et non plus de Vaudreuil. Vous allez avoir de la bonne eau, elle va venir de Saint-Lazare. C'est ça. C'est un peu ça, je me disais. Elle va être froide. Puis, on assure aussi, en même temps qu'on fait le bouclage, on va assurer la protection incendie. Fait que vous serez assuré qu'on a vraiment beaucoup de pression. Là. OK, parfait. Puis l'autre niveau, c'est le projet global. C'est que vous devez aussi considérer un additionnement de l'eau. Donc, il va y avoir soit des contracteurs ou quoi que ce soit. Ce niveau-là, vous figurez combien de l'eau au total qui va être relié à l'aqueduc, qui va être, mettons, sur Cité des Jeunes. On s'entend, là? Ça va être le gros aqueduc qui va être là. En fait, le calcul en lot optimal, le calcul a plutôt été fait en fonction du potentiel d'accueil en termes de densité d'occupation. Parce que là, on parle de 320, mais on s'entend qu'il va en avoir plus que ça dans 30 ans. Oh, définitivement. Et c'est l'objectif aussi, c'est de venir sécuriser, dans le fond, ce développement-là qui nous est imposé d'une certaine façon par le PMAD et autres. Mais dans tous les calculs, au niveau des bassins qui sont à l'extérieur des propriétés résidentielles actuelles, il y a un calcul qui a été fait expressément pour eux, pour leur potentiel d'accueil. Non pas par nombre de lots, mais plutôt par porte, plus ou moins. OK, puis là, la station de pompage est figurée par rapport à ce lot-là. Exactement. Là, on parle de sanitaire, la station de pompage. Oui, non, je suis d'accord. C'est juste qu'il peut quand même toujours avoir un refoulement. Et ce que je veux dire, c'est l'alimentation. On peut toujours, si malheureusement, ce n'est pas bien conçu, on peut aller dans d'autres villes. On voit, il y en a qui ont eu des refoulements, là, parce que les bassins ont monté, ça a tout monté dans les maisons parce qu'il n'y avait pas de P-trap. Mais c'est vraiment conçu à l'ultime. Au niveau de l'ingénieur, peut-être Guillaume pourra intervenir, mais quand on fait des conceptions maintenant dans des secteurs comme ceux-là, on va vraiment à l'ultime, on figure le développement le plus possible. Il y a même un pourcentage qui est prévu à ce sujet-là pour pallier. En termes d'aqueduc, c'est souvent des conduites principales. Donc, on est capable de desservir quand même des grandes, beaucoup de logements. C'est souvent les protections incendie qui sont plus compromettantes au niveau des réseaux, mais on peut installer des systèmes de surpression ou des choses comme ça. Puis, on a des plans directeurs qui ont été faits au cours des années aussi qui nous disent quel diamètre mettre, quelle grosseur de tuyau mettre pour les bouclages et tout ça pour assurer qu'on ait une pression qui est suffisante pour tout le monde. Au niveau des raccordements d'aqueducs qui sont prévus, on a 34 logements ou 34 unités qui sont prévues à être raccordées dans le cadre du bouclage et éventuellement, il va y avoir les commerces et tout ce qui va se développer suite à ça, suite à l'aqueduc qui va passer. Ils vont devoir payer leur branchement, bien sûr, mais éventuellement, les commerciaux qui ne sont pas encore lotis, je veux dire. Puis éventuellement, ils vont avoir accès à l'aqueduc eux autres aussi. Là. OK. Parfait. Donc, on va. Excusez-moi. On va tenter notre chance à nouveau pour les gens qui sont à la maison. Oui, alors on a communiqué avec les gens qui sont en virtuel sur Zoom avec nous. On leur a demandé d'adresser les questions directement dans le forum de discussion. Donc, je vais vous lire les questions. Messieurs et mesdames, vous pourrez répondre selon à qui la question s'adresse. Alors, la première question nous vient de Kate qui dit « Quand j'ai entendu parler pour la première fois du système d'égout, j'ai pensé « Oui, plus de moustiques ni de fossés malodorants. J'ai appris depuis que les fossés resteront. Pour 20 000 $ par propriété, pourquoi ne pouvons-nous pas raccorder tous les déchets au nouvel égout? Cela rendrait également l'espace actuellement laid et inutile, utile et beau. »
Je peux répondre. Je vais prendre la question. Dans le fond, les fossés, ça sert pour l'eau pluviale et l'eau qui ruisselle dans la rue et aussi pour capter les eaux des sommes-pompes et tout ça. Donc, les fossés malodorants, ça vient du fait, comme le mentionnait Ghislain, que de la désuétude des installations septiques qui se rejettent directement vers vos fossés. L'odeur vient de là. Ça ne vient pas nécessairement de l'eau pluviale. L'eau pluviale, ça n'a pas d'odeur, là. Donc, en corrigeant seulement les installations septiques des propriétés, on va régler une grosse partie du problème. Les moustiques, ben, ça va qu'avec de l'eau, là. Je ne peux pas corriger ça, désolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se renchérir ou on passe à la prochaine question? Donc, nous avons une question qui nous vient de Rosie Yodarnova en anglais, donc je vais vous la lire. I would like to know how come we can pay cash, but you can collect 3% interest on the payments. Je vais peut-être je vais faire la réponse en français pendant le 3 c'est une évaluation des intérêts des institutions financières. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas de l'argent avec ça. Donc, c'est ces intérêts annuels composés qu'on va payer sur le prêt total de 23 millions sur 30 ans. So, I'll try to say it in English. Okay. The interest rate is not an interest rate that comes to the city. It goes to the bank that will finance the project. So the project it's 23 million over 30 years. So 3% annually is the estimated interest we'll be paying to the bank to finance the project. Parfait. On va passer aux questions de Mme Geneviève Kelly. Elle a 3 questions pour nous. On commence par la première. Donc, ça va comme suit. Avec les coûts des matériaux qui augmentent à vue d'œil, est-ce que vos prix sont fixés ou si ça peut être corrigé à la hausse en surprise? Donc, comme on disait tantôt, on a déjà été en appel d'offres. Donc, les soumissions sont disponibles. Les entrepreneurs ne peuvent plus changer les prix. Et à ce moment-là, les prix qu'on a reçus, c'est ceux qui ont été présentés dans le cadre du règlement d'emprunt. Et comme je disais tantôt, le citoyen est protégé par le règlement d'emprunt. Vous ne pourrez pas payer plus, à moins que le conseil adopte un autre règlement d'emprunt ou qu'il prenne de l'argent ailleurs. Fait que vous êtes protégé à ce niveau-là. Puis on est protégé aussi au niveau des entrepreneurs par les appels d'offres qu'on vient de compléter là, dans les dernières semaines. Et on a également prévu des contingences, comme on avait dit tout à l'heure, pour justement sécuriser par rapport à des imprévus, une fois qu'on va aller excaver, là, parce que souvent, quand on excave, c'est là qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais je pense que c'est assez pas mal béton mur à mur. Là. Oui. Parfait. Deuxième question. Est-ce que c'est possible d'avoir une liste des entrepreneurs qui sont reconnus pour faire le raccordement? Malheureusement, à la Ville, on ne donne pas de liste, mais moi, j'invite les gens à demander plusieurs prix. On est dans un marché là, qui est assez en montagne russe. Et si vous êtes capable de vous regrouper avec vos voisins, je l'ai vu dans d'autres projets, donc l'appel mécanique va venir pour peut-être une semaine de temps. C'est intéressant, là, vous sauvez des mobilisations. À ce moment-là, vous êtes capable d'avoir des bons prix. Ils vont livrer de la pierre en grande quantité qui va pouvoir être utilisée là, pour plusieurs propriétaires. Donc, c'est un bon avantage. De Mme Kelly, y a-t-il des crédits d'impôt disponibles comme les installations septiques? Ça a coupé à la fin. En fait, je crois que la question devait être pour les branchements. Il n'y a pas de crédit d'impôt pour les branchements. Il existe des crédits d'impôt présentement pour les installations septiques, un montant relativement faible, mais quand même, il existe des crédits à ce niveau-là. Mais pour les nouveaux branchements, il n'y en existe pas. Toutefois, dans le cadre du projet, on bénéficie de grandes subventions, autant pour le réseau d'aqueduc que pour la réfection dans le secteur des égouts Frontenac et autres. Ce qui arrive au niveau des branchements, c'est très variable. Il y a des gens qui vont intercepter la fosse septique à l'arrière, qui vont venir en avant. Il y en a d'autres qui vont vouloir passer gravitaire dans le sous-sol, donc de vraiment là, passer à travers le sous-sol, briser la dalle, sortir en dessous de la semelle. Donc, c'est tellement variable, ça devient difficile là, de voir pour chacun des propriétaires. Nous, on va vous encadrer, on va vous donner les différentes options. Puis à ce moment-là, ça sera à chacun de prendre sa décision, comment il veut le faire. L'avantage que vous avez dans ce projet-là,
c'est qu'il n'y a pas une extrême urgence de procéder, comme on disait, 5 ans après la fin des travaux. Donc, vous avez 7 ans. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites, moi, je veux refaire mon sous-sol. À ce moment-là, ben, je veux bénéficier d'avoir des installations sanitaires dans mon sous-sol. À ce moment-là, vous pouvez déjà le prévoir, puis 2-3 ans après, venez faire votre raccordement. Maintenant, on a une question qui vient de Jonathan Helly qui demande si le trafic sera redirigé sur les rues telles que Brunet et Duhamel lors des travaux sur le chemin Saint-Angélique et le chemin Saint-Louis. Comme on a parlé tantôt, là, c'est une phase là, qu'on est en train de regarder ou qu'on va regarder avec les entrepreneurs lorsqu'ils seront mandatés. Il y a des scénarios qui ont été établis. Le but, c'est d'envoyer le moins possible de circulation, disons, de transit vers les rues résidentielles. On va chercher à faire des détours là, de transit un petit peu plus longs, puis garder la circulation locale au niveau des rues résidentielles. C'est l'optique avec laquelle on est parti. Mais je ne peux pas garantir là, quelle rue, à quel moment passera sur quelle rue ou tout ça. On va vraiment travailler ça conjointement et avec l'entrepreneur et le MTQ. Donc là, les questions s'ajoutent. Est-ce que vous voulez qu'on retourne en salle et on revient par la suite? Très bien. OK, André Saint-Laurent, rue Radisson. Le 1 000 de plus qu'on a à payer, le 1 079 qu'on a à payer de plus annuel, l'année d'après, c'est 3 de plus. L'année d'après, c'est pas. Ou c'est fixe dans 30 ans, ça va être. C'est comme 1000. votre hypothèque. Dans le fond, c'est le même montant. OK. C'est le même Dans principe 30 qu'une ans, j'ai encore hypothèque. le 1 000 À chaque 5 ans, c'est refinancé, si je ne me trompe pas. C'est le même principe. C'est vraiment le même principe qu'une hypothèque. OK. Donc, dans 5 ans, je pourrais avoir une augmentation. Tout dépendant des taux d'intérêt. C'était une bonne question, hein? Alors, on a encore des questions des gens en virtuel. Il y a Mme Sophie Gagné qui demande, pour ceux qui ont une EcoFlow, doit-on la faire retirer ou la vider seulement? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, les systèmes EcoFlow, c'est quand la plupart, c'est des caissons qui sont en béton. Alors, à ce moment-là, c'est la même chose qu'une fosse septique. On retire les couvercles et on vidange et après ça, on remplit de sable. C'est la même chose. Il y a d'autres systèmes que oui, il y a certaines portions du système qui devront être retirées, mais les systèmes les plus massifs peuvent rester en place. Très bien. Nous avons une dernière question de Singh Roop qui demande, vous avez probablement mentionné toutefois, que veut dire branchement sur une période de 5 ans? On parle du délai, je suppose, pour se brancher à l'égout. C'est le raccordement de la propriété, proprement dit, à l'égout sanitaire. Donc, ils ont 5 ans. Vous allez avoir 5 ans à partir du moment qu'on a quitté, qu'on a fait la réception provisoire des travaux pour vous brancher. Et la réception provisoire des travaux n'est pas prévue avant la fin des travaux de l'ensemble des lots. Donc, ça va s'échelonner au moins sur 2 ans. Dans les faits, quelqu'un que sa fosse septique fonctionne très bien et qui veut prolonger un petit peu avant de dépenser pour faire son branchement, mais il y a 5 ans pour le faire. C'était ça l'intention. Je pense que c'était de donner une chance, un petit allègement là, fiscal pour les gens, étant donné là, la dépense du projet, de le reporter dans le temps. Alors, on a une dernière question de M. Pedro Gracio. Enfin, il y a 2 questions. Je les lis une après l'autre. Au sujet de la première question des ponceaux, la première réponse étant que les frais seraient payés par la Ville. Ensuite, vous avez dit que c'était la responsabilité des propriétaires. Au niveau du raccordement, figurez-vous que les coûts pourraient être réduits si c'est fait en même temps. En fait, les coûts ne pourront pas être réduits. Le branchement ne pourra pas nécessairement être fait en même temps puisqu'il doit être fait à partir de la réception provisoire des travaux. Alors, à la fin des travaux, les gens vont pouvoir se raccorder et non pas pendant les travaux. Alors, ça serait ultimement aussi problématique d'avoir 2 équipes de mobilisées sur place pour faire des travaux. Alors, on va attendre l'acceptation provisoire, la fin des travaux pour permettre les branchements. Puis pour la question du ponceau, c'est le tuyau en tant que tel qui est fourni par le propriétaire ou qui est payé par le propriétaire. Le reste, l'installation et tout ça va être fait par notre entrepreneur. Si nécessaire, effectivement. Si le ponceau est en bon état, on le récupère et c'est tout, là. On va réparer ce qu'on a brisé, effectivement. Donc, ça fait le tour des questions pour le Zoom pour l'instant. Merci. François Aymon, secteur Brunet. Je voudrais savoir, la résidence va se brancher à la rue.
OK, mais on ne défera pas tout le temps la rue pour brancher la résidence là. Ça fait le bout qui part de la rue qui vient sur le terrain. Le temps qu'on se branche, on a 5 ans pour se brancher. Et à quelle distance de la rue sur le terrain privé qui va être, ce bout-là? Il va jusqu'à votre limite de propriété. Dans le fond, tous les branchements vont être sortis au niveau sanitaire jusqu'à la limite de votre propriété. La journée que vous décidez de vous brancher, vous allez avoir toute l'information, l'élévation, où est-ce qu'il est situé. Donc, probablement qu'on va vous assister après ça pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Puis, vous faites vos travaux, vous venez brancher tout simplement. La conduite va être là, bouchonnée, le branchement. Puis je rajouterais Oui, c'est ça, j'allais rajouter. l'emprise. En général, l'emprise a à peu près 15 mètres. Dans ces eaux-là, 15 mètres? À peu près. Ça dépend des secteurs. Il y en a que c'est 12, il y en a que c'est 15. La rue, elle a 6 mètres. Fait que le résiduel qui reste 3 mètres chaque bord, ben, c'est le résiduel d'emprise qui appartient à la ville. Donc, nous, on va se rendre jusqu'à cette limite-là dans le gazon, de l'autre bord des fossés, effectivement. OK. Merci. Ça représente souvent l'emplacement où est-ce que vous avez votre bonhomme à eau, là, où est-ce que vous avez votre valve. Souvent, le branchement a été terminé à cet emplacement. Oui, ça délimite la limite d'emprise, le branchement généralement. Ça donne une bonne généralement. idée de la limite où est-ce qu'on va se rendre. OK, merci. Bonjour, Saint-Louis, Stéphania Popescu. Donc, si on paye comme alentour de 1 100 $ par année de plus, est-ce qu'on va payer de plus parce que la valeur de la propriété va monter à cause du fait qu'on n'a pas plus la fosse septique et on a un égout? Donc, les taxes vont monter à cause de ça, de combien à peu près? Ça n'a pas un impact direct dans des projets comme ceux-là. Ce qui peut arriver, des fois, c'est à plus long terme. Selon les ventes des maisons, on le voit là, de ce temps-ci avec le marché immobilier. Donc, indirectement, dans plusieurs années, c'est sûr que les maisons risquent de se vendre plus cher parce que c'est recherché avec des systèmes municipaux. Donc, les gens avec des installations septiques, souvent, ils ont eu des mauvaises histoires. Donc, ça serait l'impact indirect au niveau de la taxe. Mais de faire ce projet-là, il n'y aura pas d'impact autre que le montant qui vous a été présenté pour les infrastructures. Mais on doit s'attendre quand même que la valeur de la maison va monter, donc les taxes vont monter seulement à cause de ça. Selon les transactions qu'il y auront dans votre secteur, l'évaluateur va reviser le secteur et va dire, bien, maintenant, dans le secteur, on a noté une augmentation de 10 du prix de vente parce que les gens sont prêts à payer plus parce que vous allez avoir un système d'égout municipal. OK. Très bon. Merci. Bienvenue. Donc, on a encore des questions en Zoom, notamment une personne qui demande si on passe au nouveau système d'égout, peut-on envisager de diviser nos terrains avec le nombre de pieds carrés qui sera réduit avec le retrait du champ d'épuration? C'est une possibilité en fonction, évidemment, des dimensions minimales dans chacune des zones. Mais oui, c'est une possibilité quand on a une propriété qui est relativement grande. Mais pour l'instant, le secteur, dans ce secteur-là, on prévoit de l'habitation unifamiliale, mais peut-être à certains endroits, oui, ça va être possible. Mais pour le moment, je ne peux pas prévoir, c'est du cas par cas. Je vous invite à communiquer avec nous au service d'urbanisme. On pourra regarder la dimension de votre lot. Nous avons maintenant 2 questions qui nous viennent de Mikhail Ilfirovitch. Et là, je m'excuse pour la prononciation vraiment. C'est écrit en anglais, donc je vous les lis. When are the visits for individual connection place going to happen? Bassin 1. Je vous laisse répondre. En fait, dès le début des travaux, là, dès que l'octroi sera fait à l'entrepreneur, on va pouvoir débuter. Là, donc, quelque part là, au courant de l'été, on va prendre des rendez-vous, on va s'afficher vers l'information qui va être faite. Puis comme on a dit là, tout à l'heure, ce n'est pas un one-shot deal. Là, si on va prendre rendez-vous avec vous, s'assurer que vous soyez là, qu'on puisse le regarder. Et on a la même personne qui pose une seconde question qui demande « What's the sewer pipes depth for rue Radisson? » Donc, le bassin 1 toujours. Il demande la profondeur. Je ne pourrais pas vous dire par cœur là, chacune des rues. Je connais bien mon projet, là, mais à chaque adresse, c'est un peu difficile pour moi. Comme je vous dis, là, ça varie à peu près entre 3 mètres et environ 6 à 7 mètres au niveau du poste de pompage. On s'est assuré d'être assez profond au niveau de la portion moins profonde pour vous donner l'option de faire le sous-sol gravitaire. Oui. Effectivement. Non, mais la personne aurait souhaité une réponse en anglais si possible.
En fait, La profondeur des égouts. c'est quoi la profondeur? En fait, au niveau des visites, en fait, c'est au début des travaux durant l'été, on prend rendez-vous. Ça, c'est simple. Puis au niveau de la profondeur des égouts, on est entre 3 mètres et 5 mètres. So I'm going to resume the answer. For the visits, they'll be taking, starting this summer. Appointments will be made ahead of time and nothing will get going before everybody has been met. It's going to be done by phase over 3 years. And as for the depth, it's between 3 and 7 meters deep, depending on the area. Michel Juteau sur la rue Radisson. Pour la journée du registre des signatures mardi prochain, s'il y a une personne qui est dans l'impossibilité d'être présente, est-ce qu'il y a une façon possible, par procuration ou par courriel ou je ne sais pas? Puis je trouve bizarre qu'on donne juste une seule journée là, pour le. Encore une fois, c'est prévu dans la loi. Si c'était un règlement d'emprunt à l'ensemble, c'est 3 jours. Et quand c'est un règlement d'emprunt à un secteur, c'est 1 jour. Encore une fois, la ville n'a aucune discrétion par rapport à ça. C'est prévu dans la loi. Moi, je vous inviterais à communiquer avec la greffière de la ville demain ou lundi pour savoir, parce que je ne veux pas vous mener en l'erreur, savoir si par une procuration, ça peut fonctionner ou pas. On sait que lorsque c'est une élection ou un référendum, une procuration ne suffit pas. La personne doit manifester son intention en personne. Je présume que c'est la même règle qui s'applique, mais je ne peux pas vous le garantir. Ce que je vous suggère, M. Juteau, vous pourriez nous donner vos coordonnées à la fin de la rencontre, puis on va transmettre un courriel à la greffière et elle va vous revenir. D'accord. C'est Merci. bon? Nous avons une autre question qui nous vient du Zoom de Mme Stéphanie. Je vais tenter de vous décortiquer un petit peu la question. Donc, quelles sont les projections avec le MTQ concernant l'impact du trafic qui a déjà augmenté dans le secteur de Sainte-Angélique et Cité-des-Jeunes sur le chantier des travaux, sur les plus ou moins 10 maisons qui sont situées là vraiment sur le coin? Qu'est-ce qu'on dit, ça, Cité-des-Jeunes? La Cité des Jeunes, c'est MTQ. C'est sûr que nous, on ne peut pas gérer l'agrandissement éventuel de la Cité des Jeunes. Au niveau de mes collègues de l'urbanisme, je sais qu'il y a des plans qui sont d'aménagement et tout ça qui sont prévus sur les terrains privés, mais au niveau de la gestion de l'emprise, c'est vraiment le MTQ qui doit être en consortium avec nous pour pouvoir faire les agrandissements et tout ça. C'est sûr que l'hôpital va accélérer les processus, mais pour l'instant, on n'a rien à annoncer de ce côté-là. Là. On a une dernière question, en fait, je crois que c'est la dernière question qui nous vient de Jordan Bernstein. Non, il y a quelqu'un d'autre qui s'est rajouté. Qui dit 5 000 $ en moyenne, donc $5,000 average, more or less depending on your situation. Donc, c'était une question et une réponse à la fois. Maintenant, nous avons une question qui nous vient de, attendez un petit peu, Joanne Henry, qui demande toujours en anglais, what if we want the sewer system hookup and the road is being done on the street? Are we allowed to have a contractor ready to finish the work instead of having them come back another time? Okay, like I explained in French earlier, it's not going to be possible for you to hook up your sewage system right away because we need to get the final approval on the entire system. It's going to take a couple months once we're like close to the end of the work. It's just to make sure that inspections are everything's in order before being able to hook up. So you're not going to be able to do the work as we are doing the work. You're going to have to wait a couple weeks before we're ready to accommodate your hookup to the sewage system. Donc, merci. Je crois que ça fait le tour pour les questions sur le Zoom. Mon nom est Jean-Luc Saint-Germain, j'habite sur Frontenac.
Comme vous l'avez mentionné, la rue Frontenac est relativement catastrophique à l'heure actuelle. Malheureusement, vous parlez que les interventions ou les travaux vont se faire en 2023. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu temporairement pour pallier aux cratères qui existent sur la rue Frontenac présentement? C'est sûr que temporairement, les travaux publics vont intervenir aux endroits qui sont nécessaires. On s'entend que malheureusement, ça va être du patchage de trous, là, temporairement, jusqu'à temps que les travaux soient finis. Il va falloir être encore patient. C'est un peu hors de notre contrôle, mais éventuellement, ça va être une belle rue neuve qu'on pourra faire de la trottinette. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été patchés, mais il y en a d'autres qui ont été oubliés, il faut croire. Il faut nous le rappeler dans ce temps-là. Ça se peut que ça soit ouvert après qu'on soit passé et tout ça. N'hésitez pas à nous contacter aux travaux publics, il n'y a pas de problème. Ça a juste été oublié. Rappelez-nous. Il était là quand les colbus ont passé. On est désolé. Rappelez-nous, puis on va y aller, il n'y a pas de problème. Mais dans ce temps-là, n'hésitez pas à vous rappeler, puis on va renvoyer l'équipe. Okay. C'est intéressant qu'on ait cette information-là aussi. Là. Merci. Merci. Bonsoir, Diane Chataing de la rue Radisson. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. J'ai vu que ce soir, il y a des gens qui ont eu le diaporama que vous avez présenté, mais ce n'est pas tout le monde qui en a eu. On s'est inscrit. Vous aviez demandé pour savoir combien de personnes ont pour être ici ce soir et il n'y avait pas de formulaire pour tout le monde. Alors, je me demande comment ça se fait qu'on s'inscrit, vous savez le nombre, puis vous n'êtes pas capable d'avoir le nombre de personnes qui aient du papier pour pouvoir suivre votre présentation, parce qu'ici, en avant, en arrière, on n'était pas capable de lire rien de ce qui était au tableau. Oui, exactement. On est désolé, mais… Je vais la prendre, celle-là. Mais vas-y. Premièrement, comme directeur général, je vais en prendre la responsabilité. Je veux nous excuser parce que ça n'aurait pas dû arriver. Je vais simplement dire que c'est une erreur humaine. À ce moment-ci, qu'est-ce que je sais? Je vais voir et s'assurer que ça ne se reproduise pas. Merci. Bien, comme je disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, le document va être disponible demain sur le site Web. Vous pouvez le télécharger. Si vous n'êtes pas en mesure de l'imprimer, on va en avoir disponible à l'hôtel de ville, à la réception, si les gens qui ne peuvent pas l'imprimer ou le télécharger. Oui, exactement. Donc, je crois que c'est terminé pour la période des questions, mais j'aimerais quand même rajouter un… Oui, OK, parce que j'avais un petit complément de… Quelqu'un demandait une question tout à l'heure. Il y a peut-être un élément qu'on a oublié de mettre. Oui, bonsoir. Moi, c'est Christine Pigeon de la rue Brunet. Pour les gens qui ont des toilettes en sous-sol, on a des pompes spéciales pour aller dans le tank septique. Est-ce que ça va pouvoir être connecté avec les égouts, ça? Ou… En fait, vous pourriez connecter la pompe avec les égouts. Ce n'est peut-être pas optimal comme solution, puisque maintenant, le réseau va vous donner la possibilité d'être gravitaire, ce qui veut dire que vous allez être capable de vous raccorder directement sur votre système. Alors, vous allez pouvoir laisser tomber cette pompe-là, en fait. À l'intérieur, à ce moment-là, vous allez devoir rajouter un clapet anti-retour. Alors, il va y avoir certaines modifications à faire à l'intérieur de votre habitation, mais les profondeurs, comme ils ont été mentionnées, vont permettre aux gens d'avoir des installations sanitaires dans leur sous-sol en toute sécurité. Parfait. Dans le fond, ça sera libre à vous selon peut-être une rencontre avec un plombier si vous voulez vraiment tout rediriger vos eaux dans le sous-sol et collecter cette toilette-là, ou si vous maintenez le statu quo, puis elle va pomper, puis elle va être collectée par l'extérieur avec la conduite de la fosse septique. Okay. Mais ça serait une belle occasion peut-être de passer sous la semelle puis de l'avoir gravitaire. À ce moment-là, vous aurez l'occasion de rajouter plusieurs articles au sous-sol, laveuse, des sécheuses, lavabo. Tank septique pour ça, mais là, si on peut connecter. Oui, effectivement. Parfait. Et puis requise. Merci. Donc, juste à titre, par rapport à une question tout à l'heure, il y a quelqu'un qui était peut-être inquiet par rapport à la fluctuation du taux d'intérêt à chaque renouvellement de règlement d'emprunt. Donc, on parle à peu près 6 renouvellements sur 30 ans, aux 5 ans. N'oubliez pas que le règlement d'emprunt, est lié à la propriété. Donc, contrairement à quelqu'un qui a une fosse septique à changer, la fosse septique, c'est les résidents qui doivent payer pour le changement de la fosse septique, tandis que le règlement d'emprunt, lui, sur le 30 ans, il est lié à la propriété. Donc, si la propriété est vendue 1, 2 ou 3 fois durant cette période-là, la créance va au nouveau propriétaire. Donc,
Tandis que si vous avez à changer votre fosse septique, vous devez la payer vous maintenant et amortir le prix de cet achat-là à même vos économies, votre marge de crédit hypothécaire ou un prêt personnel. Vous n'aurez jamais sur votre marge de crédit hypothécaire ou un prêt personnel un taux d'intérêt plus avantageux que nous, qu'est-ce qu'on va avoir. C'est-à-dire, ça devrait, d'après moi, là, oui, il peut y avoir des fluctuations aux 5 ans, mais sur une longue période de temps, en termes d'intérêt, c'est assez bien garanti. Puis n'oubliez pas, c'est la ville qui est le garant du prêt. Donc, ça n'a pas d'impact sur votre cote de crédit. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose à tenir compte, là. Bonjour, Michel Boisvert sur Frontenac. Pour comparer des pommes avec des pommes, ça coûte combien un nouveau champ d'épuration? Ça coûte combien un EcoFlow? Juste pour comparer. En fait, dans vos secteurs, comme je disais tout à l'heure, ça prend essentiellement des systèmes tertiaires. Puis, dans les prix aujourd'hui, dans les dernières semaines, on a fait des vérifications. Une propriété qui est moindrement problématique avec des accès, comme je vous ai présenté tout à l'heure, c'est 30 000 à 35 000 $ plus taxes. Alors, la solution qu'on vous présente aujourd'hui pour les égouts est en deçà de 35 000, puis c'est une solution qui est pour toujours, tandis que l'installation septique, elle a une durée de vie limitée. Les systèmes EcoFlow qui sont raccordés à ça, on a une mousse de tourbe qui est à l'intérieur qui doit être remplacée à tous les 10 ans. C'est un 3 000 à 4 000 $. C'est quand même des frais qui sont substantiels pour un individu. Alors, quand on a la possibilité de se raccorder à un réseau d'égouts, le choix, en fait, les chiffres parlent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis je vous invite à vérifier vous-même avec un entrepreneur pour votre situation à vous. Parce qu'évidemment, nous, on a pris un exemple type, mais votre propriété est différente, là. Alors, faites vos démarches, vérifiez. Vous allez voir, ce n'est pas donné une installation septique individuelle aujourd'hui avec les matériaux, le prix des matériaux qui monte, le prix de la main-d'œuvre qui monte. C'est des coûts substantiels que vous devrez payer par vous-même, peut-être en vitesse, en urgence, parce que votre système ne fonctionne plus. Et je vais faire du pouce sur la réponse de Charles. Vous vous souvenez tout à l'heure, peut-être que c'était flou, mais il y avait la même propriété qu'on voyait sur 4, à peu près combien de pieds carrés le terrain? 13 000, 3 chambres à coucher. Il y avait une piscine. Il y avait une piscine, une petite remise. Un garage. On a estimé pour cette résidence-là, comme Charles disait, que de mettre un système septique conforme en 2022, en argent 2022, entre 30 000 et 35 000 $ plus taxes. Et cette maison-là, en termes d'obligation, c'est autour de 22 000 par rapport à l'égout. À ça, il faut rajouter le fameux 5 000 que Charles parlait par rapport au branchement et entre un 1500 et 2 000 pour, je ne sais pas si on peut dire colmater, mais fermer condamner le champ la fosse septique et le champ. Donc, on parle d'à peu près 28 29 000 versus 30 35 000. Et comme j'ai dit, là, c'est l'individu qui paye, tandis que l'autre est associé à la propriété. Oui, il y a la maintenance annuelle qui doit être inclue à ça. Et moi, je me souviens, quand j'avais une résidence secondaire dans Laurentides, on payait entre 125 et 150, puis aujourd'hui, on paye pour ça. Je ne parle pas de 20 ans, là, une dizaine d'années. Là, c'est rendu entre 250 et 300. Pour faire, ça veut dire ça, ça aussi, ça augmente. Un réseau d'égouts sanitaires, ça a une durée de vie là, beaucoup plus grande qu'une installation septique. C'est des 75, 100, 150 ans. Là. À ce moment-là, c'est la tranquillité d'esprit, c'est pris en charge par la ville. Donc, ça, c'est un bel avantage d'un réseau municipal. Et vous oubliez quelque chose, si vous faites le changement, le monsieur, il y a une piscine, il y a une cabane à jardin. Si on ne remet pas le champ septique à la même place, ça veut dire qu'on déplace la piscine, on déplace la cabane à jardin et toutes les conséquences qui viennent avec. Là. Ça augmente les coûts. La maison, pas d'intervention, M. Chartrand, puis je ne dis pas ça parce que c'est nécessairement toujours. La maison qu'on regardait tout à l'heure sur un cycle de 3 changements de fosse septique, de champ d'épuration, la piscine disparaît, le garage disparaît, puis la remise disparaît.
Je suis pas grande, moi. Francine Asselin, Sainte-Angélique. On a reçu avant la communication ce soir pour l'invitation, on avait reçu un projet de mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées. Puis ça, je ne comprenais pas beaucoup. On envisageait d'optimiser la capacité de traitement des eaux usées. Est-ce que ça a un rapport avec le projet? Oui et non. Oui, dans le sens que c'est un projet qui doit être fait précédemment. Actuellement, on est en appel d'offres pour faire ce projet-là. Donc, ce règlement-là est en vigueur d'ailleurs, si je ne me trompe pas, là. Donc, ça, c'est des travaux qu'on va faire à l'usine d'épuration pour pouvoir augmenter la capacité d'apport, pour pouvoir accorder éventuellement le projet Frontenac. Mais dans les échéanciers, lui, il va voir le jour avant. Donc, ça a un lien parce qu'il est préliminaire à celui de Frontenac. Mais ça va être ajouté les coûts à ce qu'on a. Oui, c'est deux règlements d'emprunt qui vont figurer sur le compte de taxe, effectivement. OK. Fait que ça, on doit rajouter ça au montant qu'on nous a donné là, pour chaque maison. Pour ce règlement-là, oui, individuelle. effectivement. Et puis, est-ce que ça touche justement ces bassins-là? Ça touche tout le projet? Ça touche tous les potentiels de raccordement à l'égout sanitaire de la ville. Donc, ça inclut des secteurs qui actuellement ne sont pas desservis, mais qui ont le potentiel d'être desservis. Ça touche la vallée Chaline, ça touche le noyau villageois, ça touche des plantations, ça touche vraiment tout un grand bassin de la ville. Donc, ce n'est pas seulement les propriétaires du projet de ce soir, c'est l'ensemble des propriétés pouvant être desservies un jour par l'égout sanitaire. OK. Donc, on doit payer ça en plus de notre... Merci beaucoup. Donc, si on n'a plus d'autres questions, ça va être la fin de notre soirée. Attendez, on a un petit punch pour vous pour finir. Monsieur Rivet? Oui. Vu que la période de questions tire à sa fin, je voudrais juste vous mentionner que si vous avez des questions techniques sur le projet, appelez au numéro de la ville au 450-424-8000, poste 299. Il y a quelqu'un chez nous qui va prendre le message. C'est sûr qu'il faut laisser un message, puis on va vous rappeler. Si vous avez des questions sur votre propriété, sur votre terrain privé, appelez à l'urbaniste, c'est le même numéro de téléphone, 450-424-8000, au poste 230. Les gens vont vous répondre. Au pire, on va se repitcher la balle, il n'y a pas de problème. Mais vous avez des numéros de téléphone pour nous rejoindre en tout temps, il n'y a pas de problème. Donc, juste avant que vous quittiez, j'aimerais laisser la parole à la mairesse pour un petit mot de clôture. Puis, une question, s'il vous plaît. Vous dites qu'une teinte septique, ça coûte entre 25 000 30 000. En fait, non, un système septique, OK, en date d'aujourd'hui, là, un système qui doit être remplacé, OK, de façon conforme. Les prix en date d'aujourd'hui, on a vu une augmentation des prix dans les derniers mois, 30 à 35 000 plus taxes. Là, on ne parle pas d'un réservoir tout simplement de béton avec un champ. Ça, c'est-tu dans la province de Québec? En fait, ça, c'est sur le territoire ici à Saint-Lazare. Mon garçon vient d'acheter une maison dans un canton de l'Est. La teinte septique, elle coûte 15 000. Oui, il y a des... On est dans le Québec. Il faut qu'en faire qu'ici, c'est plus cher qu'ailleurs. En fait, je ne pense pas que c'est une question de localisation, c'est peut-être une question de sol, de qualité de sol. Alors, une installation qui serait faite dans un sol qui est 100% sablonneux, qui accepte beaucoup l'eau. Alors, à ce moment-là, on est capable d'aller avec un système qui est un petit peu plus, moins cher, un système qui va prendre plus d'espace sur le terrain également, mais dans le cas des rues Frontenac, Radisson et tout le secteur qui va être desservi, on a un sol glaiseux qui ne permet pas ce type d'installation septique. Merci. Merci. Alors, on voudrait vous remercier beaucoup d'être venu ce soir et j'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Comme Caroline l'a dit, pour toute question technique, vous pouvez vous adresser au service des infrastructures. On va vous envoyer un courriel dans les prochains jours avec le lien, avec le petit guide, le petit cahier qu'on vous a donné. Vous allez pouvoir le télécharger soit en français ou soit en anglais. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et alors, je vous souhaite une belle soirée. Désolé, dans ma liste, je l'avais oublié. J'aimerais ça remercier l'équipe technique ce soir qui est venue vous faire la présentation. Ghislain Castonguay, Caroline Pelletier, Charles Perrault et notre ami M. Guillaume Pigeon. Merci. Merci. Oui, c'est bon. Mais bon, j'espère que c'est pas le cas.